Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence pédagogique d'Asclepia. On a pas mal de choses à vous dire. On va surtout analyser les EDN 2024 et revenir sur les points les plus importants pour la préparation du concours. Vous pouvez retrouver déjà nos précédentes conférences sur notre chaîne YouTube. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux personnes qui sont dans l'équipe pédagogique et qui contribuent activement aux corrections et aux rédactions des nouveaux énoncés. Et je vais commencer par Dana qui est avec nous aujourd'hui, qui a rejoint l'équipe cet été, qui était dans les 100 premières aux EDN 2023. Bienvenue Dana. Salut Mustapha. Et donc Dana qui est interne de cardiologie à Paris. Elle rejoint la team, donc ça fait plaisir. Et un autre cardiologue autour de la table, donc Gauthier, que vous connaissez sans doute sur les précédentes conférences, qui était dans les 3 premiers aux ECN 2023. Bienvenue Gauthier. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc l'idée là, c'est de revenir sur les EDN 2024, d'analyser de façon large, globale, et d'entrer un petit peu plus dans le détail sur la rédaction, sur le style du conseil scientifique, et de resituer un peu tout ça par rapport à toutes les règles et modalités du concours et le style général du conseil scientifique qui est très similaire par rapport aux années précédentes, ce qui renforce ce qu'on dit depuis des années, à savoir que les annales, c'est le pilier de la préparation au concours, et c'est ce qu'on a tous fait finalement pour se préparer. Rapidement, je voulais faire un petit point sur l'organisation des EDN parce que ça paraît complètement banal, hein, mais on ne le sait pas forcément 1 ou 2 ans avant. Donc, c'est sur 4 épreuves en 3 jours. Ça commence lundi après-midi, ça se finit mercredi matin. On est entre 90 et 110 questions par UC. On avait vu en 2023 qu'on était plutôt entre 80, on était à 95 aux ECN que tu as passé Gauthier et 93 aux EDN. Là, on a franchi la barre des 100 questions par UC en 2024, même pour les ECN 2024, et donc avec un nombre de questions qui peut être variable. Donc ça a commencé à faire un peu long, on y reviendra juste après. Et donc on a la session de LCA qui comporte entre 13 et 17 questions, avec toujours un essai thérapeutique et une étude observationnelle. Et donc là, si on revient spécifiquement sur la session des EDN 2024, on s'aperçoit qu'effectivement, on est à 105, 107 et 98 questions par UC, ce qui pouvait faire quand même assez long. Et d'ailleurs, dans notre concours blanc, on était à 100 questions par UC. On avait pris le parti d'en faire un peu plus qu'avant, et au final, c'est ce qui s'est passé au concours, et notamment aussi à la lumière des ECN 2024. Il y avait déjà 100 questions, et une session de LCA on y reviendra plutôt en fin de conférence, avec 14 et 15 questions. On était plutôt à 13 auparavant, donc pour 2023, des questions un peu plus de réflexion que vous avez pu avoir, vous, dans vos sessions, ce qui nous fait 340 questions au total quand même. Ça fait beaucoup. D'où l'importance d'apprendre à gérer son temps avant, et de s'entraîner en conditions réelles pour savoir gérer justement ces fluctuations de questions, parce qu'entre 90 et 110 questions par UC, ça change beaucoup. Yeah, exactement, et sachant que des questions peuvent être plus longues à répondre que d'autres. Et donc, ce qui est important de retenir, Gauthier, c'est qu'il y a un côté validant et un côté classant. Est-ce que tu peux nous parler du côté validant des EDN ? Alors, les EDN, effectivement, pour les valider, il faut avoir au moins 14 sur 20 pour les questions qui sont dites de AA, rang AA. En fait, ça veut dire que il faut avoir au moins 14 aux connaissances de rang A sur des modalités docimologiques qui sont adaptées à des questions de rang A. C'est des questions qui sont dites fermées, notamment les QRU, QRP, CROC, QZP. Donc, c'est souvent des questions qui sont assez déterminantes, que ce soit dans des dossiers ou des QI. C'est-à-dire que c'est des questions où finalement ça va changer complètement l'orientation diagnostique ou la stratégie thérapeutique si on répond faux. Et donc c'est des questions qui sont considérées comme le conseil scientifique comme déterminantes pour devenir interne. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut avoir au moins 14 sur 20 pour valider les EDN. Ok, et en fait, donc ce que tu dis, c'est que à la fois c'est des questions où c'est moins complexe qu'une QRP longue, qu'une QRM, où d'ailleurs les QRM on perd des points quand on est discordant, mais on y reviendra après. Là, c'est vraiment sur le diagnostic évoqué en priorité, la stratégie thérapeutique qui va sauver le patient, l'examen phare pour le diagnostic, donc du rang A, des connaissances de base finalement. Tout à fait, ouais. Et donc, on s'aperçoit justement sur les stats. Donc là, on a réussi à obtenir les stats officiels. C'est Damien Roux qui les a publiés. Il a fait une conférence. Il nous a donné plein d'informations. Effectivement, Damien Roux, on y reviendra juste après. C'est le président du conseil scientifique de médecine. Et donc, on est à 88% de réussite quand même sur le rang AA. Donc, c'est quand même plutôt rassurant. Il y a quand même 1000 étudiants, donc 12% qui ont moins de 14 sur 20.
avec quand même une grande majorité qui l'a en deuxième session. Donc ça, c'est les résultats des EDN 2024. En sachant qu'il y a une session de rattrapage, comme tu viens de le dire. Donc la première session, c'est 3e semaine d'octobre en général, et la session de rattrapage est début d'année suivante, quoi. Ouais, exactement. Et donc voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que les notes finalement, elles sont assez élevées. On est autour de, vous voyez le pic, on est à 16 sur 20, même 17 sur 20, ce qui est plus élevé que la moyenne générale finalement. Et ce qui est plus élevé aussi des entraînements qui sont réalisés souvent aux facultés ou auparavant. Et donc, ça montre aussi que ce sont des questions qui sont, on va y revenir, mais qui sont écrites déjà dans la loi, qu'on travaille, qui sont parfois fermées justement. Et donc, il y a moins de discordance que certains examens facultaires ou les entraînements. Et du coup, c'est vraiment super intéressant d'avoir ça en tête, le fait que t'es dit, c'est que les questions fermées. Et donc, quand vous vous entraînez, là, je prends l'exemple d'un DP sur Asclepia, on a énormément eu la question de, moi, quand je compte ma note de rang A, j'ai tant sur 20, et quand je regarde ma note sur Asclepia en rang A, j'ai pas la même note. Et ben, tout simplement, il faut vraiment faire attention à ne pas compter les QRM, les QRP longues, ou les TCS si c'est du rang A, même si généralement c'est du rang B. Là, par exemple, on voit, il y a une croque, on s'est trompé, on a 0 sur 1, et quand on descend du rang A, on a une QRM qui ne compte pas dans la note. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Même si on s'est trompé, ça ne rentrera pas dans la note. On a de nouveau une croque de rang A, celle-là, elle va compter. On est donc à 1 sur 2 points. Et quand on descend de nouveau une question de rang A, mais en QRM, c'est de la physiopathe, c'est un petit peu... peut-être un peu plus dur, un petit peu moins fondamental. Donc, ils ont fait le choix de le mettre en QRM. Et la dernière question, c'est une QRU sur la prophylaxie de l'endocardite. Et donc, on est à 2 bonnes réponses sur 3. Et en fait, ça donne bien 13,3 sur 20. Donc, on est vraiment sur un calcul comme au concours pour tout ce qui est note de rang A que vous trouvez sur Asclepia. Dana, donc toi, tu as passé les EDN 2023, donc tu as eu cette première note aux EDN. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu un relevé de notes, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus et quelles infos sont clés? Alors déjà, pour rappel, il faut savoir qu'il y a 3 composantes qui vont rentrer dans votre classement final. La note aux écrits qui va compter pour 60%. Ensuite, la note des échos qui compte pour 30%. Et enfin, en fin de D4, on va rajouter les points de parcours qui habituellement les facs se débrouillent pour valider à tout le monde et qui vont compter pour 10%. Donc, à l'issue de la session des écrits, vous allez obtenir un relevé de notes sous la forme d'un PDF que vous pouvez télécharger et qui va, en tête de page, présenter votre note au rang A. Donc, c'est la note qui correspond aux modalités de rang AA, c'est-à-dire une question de type fermé qui porte sur une connaissance de rang A. Et c'est ça qui va déterminer si vous devez passer les rattrapages ou pas. Et donc, vous verrez que... Donc, le petit validé en haut à gauche, c'est ça, quoi. C'est ça. Sinon, vous serez ajourné. Et ensuite, en dessous, vous avez un tableau donc en 4 colonnes. Et vous avez d'un côté toutes vos notes et d'un côté tous vos classements. Et donc là, c'est la note globale qui comprend le rang A, le rang B, donc en fait votre moyenne, et qui comprend aussi la LCA parce que quand on a reçu les relevés, on a eu ce débat, on savait pas trop où étaient les notes de LCA et elles sont comprises dans cette note-là en fait. Voilà. Vous aurez pas vos notes de LCA à part. Ça, on n'a pas la note par UCA à part, on n'a pas la note d'LCA à part, et ça explique aussi pourquoi en décodage de l'algorithme, on a pu décoder les DP jusqu'en 2022, les LCA des ECN 2023 et 2024, mais pour les EDN, comme on n'a pas de note de LCA, on peut pas décoder les sessions. Et c'est ce qui fait, cette note, elle est très globale et ça dépend aussi des coefficients. On va y revenir juste après. Et donc, justement, il y a une pondération, donc c'est ce qu'on a commencé un peu à aborder. Donc, le rang A, c'est toujours coef 1. Validant, pas validant, on est sur du coef 1. Le rang B, on est sur du coef 1 ou 2. En fait, ça dépend du groupe de DES. Si c'est un item, on va montrer un exemple juste après, mais si c'est un item qui est dans le groupe de DES de cardio et qui c'est du rang B, ce sera du coef 2. Et la LCA, toutes les questions sont coef 2. Ça revêt quand même une importance assez fondamentale parce que on s'aperçoit que la LCA, ça pèse beaucoup en fait dans la note du concours. Donc pour résumer, on peut dire qu'on aura 3 types de modalités docimologiques. De 1, les rangs A dits fermés, qui vont permettre le rang AA, en gros. Ça va être les questions type QRU, QRP, QZP, CROC de rang A, qui sont toutes coefficients 1, qui permettent au moins 14 sur 20 pour la validation, et qui représentent 40 à 50% des questions. Donc c'est énorme. On a également les autres questions de rang A, qui sont sur les QRM, QRP long, TCS. Et là, on voit que ça représente 0 à 10%. Donc, en fait, c'est moins de 10% des questions. C'est plus rare que les premières. Et ensuite, on a les questions de rang B,
qui sont qui ont en moyenne, enfin doivent représenter la moitié des questions. Souvent, c'est entre 40 et 50%. On voit que là, à la session des EDN 2024, on se rapprochait des 50% de connaissances de rang B, contrairement aux précédentes sessions où on était plutôt en dessous, autour des 40%. Donc voilà, de plus en plus, on se rend compte que le Conseil scientifique de médecine respecte finalement ce qui doit être fait dans la loi et se rapproche des pourcentages de questions qui doivent être juste abordées. un petit truc justement sur cette info-là, le graphique-là qu'on vous montre, c'est une info donc, de Damien Roux, le président du Conseil scientifique. Je suis pas sûr que ce soit dans la loi, mais en gros, c'est ce qu'ils ont... Enfin, c'est pas dans la loi, c'est ce que eux ont mis en place pour construire une épreuve, pour qu'il y ait suffisamment de questions pour valider et qu'il y ait suffisamment de questions de rang B pour qu'il y ait des coefs qui puissent un peu moduler les classements. Et donc, comme tu l'as dit, cette année, donc pour les EDN 2024, on a 53% de questions de rang B. Donc, c'est plus qu'avant. Parce qu'il y a forcément eu un petit peu de tâtonnement sur les pourcentages. Il y a bien eu 8% de rang A non validant, donc beaucoup plus rare. Avant, on pouvait être au double en termes de pourcentage de rang A non validant. Donc ça, c'est un truc sur lequel ils ont bien progressé. Au final, c'est que la deuxième session, donc c'était sûr qu'ils allaient faire mieux. Et le rang A validant, on est sur 39%, donc quasiment 40%, ce qui correspond à ce qu'ils ont dit. Et nous, quand on a fait le concours blanc à Sklepian, on s'est vraiment attaché à respecter ces proportions. On était pareil, rang A validant, on avait fait 40%. On avait fait un peu moins de rang B, c'était un petit peu plus dur à mettre. Je crois qu'on était un peu moins de 40%, 38% et plus de rang A non validant, mais pour la prochaine session en 2025, puisque ça aura lieu en 2025, on fera un concours blanc encore plus fidèle de ce qu'il y a le jour J. Et donc, en termes de modalités, on va y revenir. Vous allez nous présenter un peu chaque modalité dossiologique. Je pense que c'est super important quand même de revenir sur ça parce que ça détermine notre façon de cocher. On s'aperçoit que les QRU maintenant, c'est la première session, ça devient la modalité principale. On a plus d'un tiers des questions quand même qui sont des questions à réponse unique et c'est une modalité de rang A validant, mais aussi de rang B. Donc, ça explique aussi, je pense, pourquoi on est aussi élevé. Les QRM, qui est une modalité un peu classique, on l'avait déjà dans les autres années, on est quand même à plus d'un quart des questions, mais c'est moins qu'avant. Les CROC, on est donc CROC, QRP, QRPL, on est autour de 10%, plus ou moins 10%. Les TCS, on va en reparler juste après, qui ont été introduits pour la première fois aux EDN 2024, c'est 12 questions. Bon, on verra qu'en fait, il y a 4 TCS et qu'il y a eu 3 questions par TCS, donc ça pondère un peu le côté, il y a beaucoup de TCS au concours. Et les zones à pointer qui sont arrivées en 2023, il y en a un peu plus. On est à 8 questions quand même, c'est pas rien. Et en termes de DP, c'est intéressant de voir quand même que la moitié des questions au concours, c'est des DP. Quand même, il y a 154 questions sur 310. On a un tiers de QI et le reste, c'est 15% de KFP et un petit peu de TCS. On les a mis en catégorie à part. On y reviendra après, mais c'est comme ça que le CSM les présente. Donc, c'est vrai que nous, on partait plutôt sur des questions isolées de TCS, quoi. Je pense que c'est pas super important. La seule nuance, je pense que vous avez vu, c'est que une question, c'est 1 point. Donc, en fait, un TCS à 3 lignes, c'est 3 points, quoi. Voilà. Donc, tu as abordé les groupes de DES sur le relevé de notes, Dana. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut se rappeler que l'objet de la R2C, quand même, c'était d'aboutir à une procédure de matching, c'est-à-dire avoir des parcours un peu plus personnalisés en fonction des résultats au concours. Mais il ne faut pas confondre ça avec si je veux être cardiologue, par exemple, je dois uniquement travailler les matières du pôle médecine de l'aigu, c'est-à-dire cardio, pneumo et autres. Non, on va vous montrer pourquoi. Donc, en fait, les groupes de DES sont au nombre de 13 et contiennent chacun un certain nombre de disciplines. Et à chaque groupe de DES est rapporté un certain nombre d'items. Sauf que les items, et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux, sont redondants entre les groupes de DES. Et donc, si une question de rang B porte sur un item et que cet item est retrouvé dans 2 groupes de DES différents, et ben, il sera pondéré pour les 2 classements du groupe de DES. Donc, le message, là, c'est travailler toutes les matières, quel que soit ce que vous disiez. Et c'est ce qui explique, là, pareil, on a pris la source Damien Roux himself, le président du conseil scientifique. On voit qu'il y a quand même à peu près 40 questions de rang B par groupe de DES. Donc, si on fait 13 fois 40, ça fait beaucoup plus que les 310 questions. Donc, comme tu l'as dit, une question peut être de rang B, peut être comptée dans des groupes de DES différents, quoi. On voit que c'est réparti plutôt équitablement entre les différents groupes de DES. Donc, finalement, le message clé, c'est il faut tout travailler. Il faut tout travailler. Exactement. Et ouais, on peut voir là... En termes de proportion, c'est même santé publique, santé au travail, on est à 35 questions de rang B, enfin c'est beaucoup. Et quand on prend cet exemple sur les 2 groupes, tu as parlé justement du groupe médecine de l'aigu et cardio, donc qui est plutôt à part.
On voit qu'il y a 27 systèmes en commun entre les deux, ce qui est pas choquant finalement. Entre cardio, pneumo, néphro, il y a beaucoup de choses aiguës. Et quand on prend l'item sur la détresse respiratoire aiguë et qu'on prend une question de rang B aux EDN 2024, eh ben on peut s'apercevoir. Donc là, il faut traiter un patient qui sous 15 litres d'O2 reste en détresse respiratoire aiguë et confus, il faut l'intuber. C'est une coalescence de rang B. Et donc cette question va être coef 2 dans ces deux groupes, mais dans les autres, ça restera coef 1 quoi. Très bien. Et un petit aparté, mais on y reviendra après sur la LCA, en gros concours. Donc on a dit, il y avait 29 questions sur 2 LCA. La plupart, c'est les 2 tiers, c'est des QRM et 1 tiers, c'est des QRU. Alors il peut y avoir des QRP. Chaque question est coef2, c'est quand même fondamental puisqu'on va voir que ça compte beaucoup dans la note finale. Il n'y a pas de question de mémorisation, pas de question de connaissance. On y reviendra. Il y avait eu un article sur l'intelligence artificielle qui pouvait faire très peur, mais fallait pas non plus avoir des bases en IA pour pouvoir y répondre. Il n'y a pas de calcul et on a toujours l'abstract. Donc ça, c'est des règles qui changent pas. Et donc, on peut voir là qu'en 29 questions, ça fait combien de points? 58. Si on prend tous les points des questions cliniques, donc il y en avait 310, on dit qu'on est à peu près à 40 questions de rang B pondéré 2 par groupe de DES, ce qui fait 350 points cliniques. Et quand on fait le calcul 58 sur 408, on est à 14% de la note des EDN, ce qui est en vrai énorme pour l'écrit. Sachant que c'est une matière à part, on l'a tous travaillé plus ou moins différemment avec quand même moins de volume que la clinique et au final ça compte pour beaucoup quoi. Et le 8,5% de la note finale, c'est rapporté aux 60% de la note des EDN par rapport à la note globale, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Ouais, donc 8,5% quand on compte les échos, les dates de parcours, donc c'est vraiment énorme, c'est très rentable et on y reviendra juste après. Et donc on arrive aux modalités dosimologiques. On a beaucoup parlé des QRU, des QRM, des QRP longues et je pense que c'est quand même assez important. Certes, on est là pour analyser les EDN et d'ailleurs là, c'est assez complémentaire de la conférence de préparation qu'on avait publiée en janvier dernier que je vous invite fortement à aller voir parce que c'est extrêmement complémentaire de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Mais on pense que c'est quand même assez important de revenir sur les modalités dosimologiques, sachant que ça émaille finalement toute une épreuve. Et surtout, on va s'appuyer là sur les EDN 2024. À chaque fois, nos exemples sont tirés des EDN 2024. Donc finalement, ça actualise un petit peu, mais c'est vrai que le fondement de ce qu'on dit, on peut le retrouver dans la conférence méthodo qu'on avait tournée. Exactement, et sachant que là, par exemple, on a eu des TCS, on a eu, il y a eu quelques petites nouveautés, même si c'est vraiment la même chose que les annales. C'est important de le rappeler. Ça ne fait que confirmer ce qu'on avait dit aussi lors de la conférence méthode de la dernière fois. C'est ça, on a pré-shot beaucoup de trucs, on y reviendra après. Et donc, on commence un peu par les QRM, donc c'est un peu le truc le plus classique, les QRM, 4 à 5 propositions. Donc 4 à 5 propositions, effectivement. On peut avoir une seule réponse vraie parfois. Donc c'est 4 à 5 réponses, propositions de réponse, mais une à potentiellement 5 réponses justes. Et la notation, elle se fait par rapport à des discordances. Les discordances, effectivement, c'est si une proposition est considérée comme vraie, mais qu'elle n'est pas cochée, c'est une discordance. Si à l'inverse, une proposition est considérée comme fausse, mais qu'elle est cochée, c'est une autre discordance. Et ensuite, on compte le nombre de discordances. Donc, si on a une discordance, on a 0,5. Si on a 2 discordances, on a 0,2. Si on n'a aucune discordance, on a tous les points. Et si on a plus de 3 discordances, finalement, on a 0. 3 et plus, et c'est comme ça qu'on note pour les QRM. On va voir que c'est différent pour les autres modalités, notamment les QRU, QRP. Et c'est intéressant d'avoir ces notions-là pour exactement savoir comment est-ce qu'on doit cocher, par excès, par défaut, quand on ne sait pas comment on fait. Bon, les QRM, finalement, évidemment, il ne faut pas tout cocher quand on ne sait pas. Il faut essayer de choisir exactement les propositions pour lesquelles on est sûr. On ne peut pas trop jouer. On verra après, effectivement, qu'il faut plutôt plus cocher que pas assez. Donc voilà, 27% des questions, quand même. C'est quand même une grande modalité dosimologique. C'est la deuxième la plus représentée. Et bien sûr, il y a des indispensables et des inacceptables qui peuvent mettre des mi-zéro, pas mi-zéro, qui peuvent tout changer. Et donc, la plus représentée, finalement, c'est les QRU, on l'a vu. On est quand même à quasiment 35% d'ANA pour les QRU. Alors des QRU, qu'on appelle aussi Single Best Answer, c'est un format de question un peu différent parce que là, la notation, elle va être binaire. Ça veut dire que vous pouvez avoir 4 ou 5 propositions et que parmi ces propositions, il va y avoir que des PMZ, que des MZ et un PMZ. Donc si vous cochez pas la bonne réponse, vous avez 0 points. Si vous cochez la bonne réponse, vous avez tous les points. Et c'est un format de question qui est assez intéressant parce qu'il fait souvent l'objet de questions de fin d'EDP, questions de synthèse. Et ce qui peut être assez intéressant, c'est d'essayer, vous, d'identifier la réponse avant de vous pencher sur les propositions. Parce que c'est souvent
quel est le diagnostic le plus probable. Ça va être un diagnostic évident que vous avez probablement déjà en tête depuis le début du dossier. Donc, faut bien se poser sur ces questions. Faut pas trop se précipiter. Faut relire toutes les informations que vous avez en tête parce que si vous vous trompez, c'est 0 et c'est vraiment dommage. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que quand on lit un énoncé, il faut déjà nous-mêmes réfléchir par rapport à ça, essayer de se faire nos propres hypothèses. Exactement. Et ensuite lire les questions peut-être. Exactement, parce qu'en fait, quand vous allez lire les propositions et que vous allez voir que celle à laquelle vous avez pensé en fait partie, vous allez la cocher, vous allez aller plus vite et c'est bon, quoi, ça va être validé. Et c'est vraiment, ça va dans l'idée de la hiérarchisation, on y reviendra après quand on analysera plus en détail, mais de voilà, le diagnostic le plus probable, l'examen à faire en priorité. On est vraiment sur le côté choisir la meilleure réponse, sachant que les autres sont moins vraies ou un peu plus fausses, mais pas forcément fausses à 100%, quoi. Et on peut les retrouver en QI, en DP et aussi en KFP parce qu'on reviendra dessus après. Et c'est important sur l'interface du coup du CNG qu'on reproduit sur Asclepia. Il y a une vidéo qu'on fait défiler, mais en gros, on peut cocher qu'une réponse et ensuite ça bloque complètement la possibilité d'en cocher 2. Donc on peut pas passer à côté des QRU, ce qui est quand même plutôt rassurant parce que voilà, il y a d'autres, quand on est sur une autre plateforme ou alors même il y a plusieurs années avant la réforme, on pouvait cocher plusieurs réponses sur une QRU et avoir 0 automatiquement. D'emblée faux en fait. Exactement. Et le format QRU n'exclut pas que sur une QRM, vous pouvez avoir une seule bonne réponse. Hein. Exactement. Si vous êtes sur une QRM, vous pouvez en avoir une aussi. Les QRP Gauthier, alors c'est donc une formule un peu différente sur la notation. En fait, au niveau de la notation, on a effectivement une notation, le nombre de propositions attendues comme juste cochées, divisé par le nombre de réponses finalement attendues. Donc, c'est-à-dire que si on coche une des 2 bonnes réponses, on aura 1 sur 2. Si on coche les 2, on aura le point. Mais il faut faire attention. Pareil, on a des indispensables et des inacceptables. Si par exemple, on coche une des 2 propositions justes et que la deuxième cochée, elle est inacceptable, on aura 0 à la question. Et inversement, si on coche pas une des 2 propositions qui est censée être indispensable, et pareil, on aura 0. Donc c'est pour ça, pour les QRP, il vaut mieux cocher finalement ceux dont on est sûr, en sachant qu'il y aura quand même des indispensables et des inacceptables. On n'est pas certain qu'il y en ait quand même énormément non plus, quoi, effectivement. Et donc, voilà, en théorie, s'il n'y a pas d'indispensable et inacceptable, on perd pas de points, autant tout cocher. Et là, c'est comme les QRU. On s'aperçoit que quand on coche, par exemple, 2 réponses, si 2 réponses sont attendues, on peut pas cocher plus. Donc ça, c'est bien aussi parce pareil, que on montre sur l'interface comment on fait. Et ouais, voilà, donc on peut pas se tromper finalement sur le nombre de bonnes, de réponses à cocher. Et c'est pareil avec les QRP longues, on montrera après. Et donc après les QRP, on voulait aborder les QRP longues qui sont pareil X sur N en termes de notation. Mais Exactement. sans indispensable. Donc, dans la notation de la QRP longue, c'est assez similaire à la QRP que tu viens de décrire. Il y a quand même quelques différences. Donc, déjà, une QRP longue, c'est entre 10 et 25 propositions et 1 à 5 propositions attendues. Donc, vous pouvez avoir une QRP longue avec 20-25 propositions et une seule réponse à cocher. Donc, le format, je trouve qu'il est assez déstabilisant. Mais vous n'avez pas d'inacceptable ni de pas mis 0. Donc, il faut cocher un maximum de propositions. Enfin, si on vous en demande 5, cochez-en 5. Même si vous n'êtes pas sûr de vous ne perdrez pas des points parce qu'en fait, vous aurez uniquement le nombre de points qui correspond au nombre de propositions justes que vous avez cochées. Donc ça, c'est vraiment super important. Hein. On demande 4 réponses, cochons les 4. On ne perd pas de points. Si on a 3 réponses justes, une fausse, on a 0,75 sur 1, ce qui est pas mal du tout. Ce qui est bien, ouais. Alors qu'on se tire une balle si on ne coche pas tout, en fait, on ne peut que perdre des points. On sait qu'on a perdu le point. Et on sait qu'on n'a aucune chance de l'avoir, quoi. Et c'est là où on voit aussi que les questions bien discriminantes, ce sont les QRU, QRP, CROC, peut-être QRP un peu moins, mais c'est vrai que ce sont des questions qui sont très discriminantes. Mais une granularité plus importante, quoi, dans la QRP longue. Après, en même temps, s'il y avait de la discordance, ce serait quand même vite compliqué. Et on a vu dans les annales quand même qu'on était autour de, voilà, même souvent 10 à 14 propositions. Le maximum qu'on ait pu voir, c'était 15, je crois. On n'est jamais allé à 20, 25, donc on est plutôt sur cet ordre-là, sachant qu'après, en fait, trouver des leurres, c'est pas non plus à un moment. Et aussi parce qu'il n'y a pas de questions isolées de format QRPL, c'est un dossier progressif. Tous les KFP aussi comportent il y a eu des. Il y a des QI en QRP longue, mais effectivement. C'est pas la majorité. Ouais. Les crocs, maintenant, assez techniques. On s'en est rendu compte en rédigeant les énoncés de crocs au concours blanc, surtout. En relisant les crocs, en recevant toutes les questions que vous nous avez posées. Donc, Gauthier, si tu peux nous éclairer sur les crocs.
Bon, les crocs, c'est les questions à réponse ouverte et courte. Et il faut bien faire attention à lire l'énoncé. Ça, c'est le plus important. Je pense que quand on voit que c'est une croque, il faut lire. Est-ce que c'est en 1 à 5 mots sans abréviation? Est-ce qu'il faut répondre par un chiffre? Est-ce qu'il faut répondre peut-être par une lettre s'il s'agit d'un score? Ou alors moins de mots? Ou alors un seul mot? Voilà, il faut vraiment être au clair déjà avec ça parce qu'on peut faire des erreurs très rapidement. Ensuite, donc en 1 à 5 mots, ça veut dire qu'il faut détailler. Il n'y a pas besoin de mettre le 1. Si on doit, par exemple, répondre une embolie pulmonaire, on n'est pas obligé de dire une embolie pulmonaire. On peut juste répondre embolie pulmonaire. L'idéal, c'est aussi de préciser la latéralité, si on doit le faire, si on peut le faire en tout cas. D'être précis à juste titre. Il ne faut pas être précis quand on n'a pas assez d'informations. Voilà, il ne faut pas inventer ces données-là. Et on peut aussi se baser sur une liste d'abréviations si on doit en faire. Encore une fois, il faut éviter le plus possible les abréviations. Clairement, hein, le 1 à 5 mots sans abréviation, ils le disent. C'est la consigne la plus fréquente qu'on a dans les annales, c'est 1 à 5 mots sans abréviation. Donc ne pas mettre, sinon on était tombé dans un cas de figure où il fallait faire PCR, HSV lors de notre concours blanc. Vous imaginez bien que si on fait tous les mots, ça fait 6 mots et on nous demandait de répondre en moins de 5 mots. Du coup, une des seules manières de répondre, c'était d'utiliser l'abréviation PCR qui était acceptée, mais pas HSV. Donc, il fallait un petit peu savoir laquelle des deux on pouvait mettre. Après, ça, c'est de l'ordre de l'exceptionnel et souvent, c'est plutôt une confusion lors de la rédaction, je pense, de la question que vraiment un piège formulé tel quel. Faut imaginer qu'il n'y a pas de piège, que ça va être relu par des humains et donc il faut en fait répondre à la question la plus logique et souvent, c'est des questions fermées. On ne va pas vous poser une croque sur quelque chose de très ouvert, formuler une hypothèse diagnostique. Non, c'est très fermé. Ouais, quel est le plus probable, quel est l'examen, voilà, ça peut être rien, aucun, on et ça, on va y revenir, ouais. Et concernant les fautes d'orthographe, est-ce que c'est pénalisant ou pas? Pas du tout. Non, en fait, alors, il faut que ça soit quand même entendable à l'oral. Si par exemple on oublie un S, le pluriel ou autre, bah, ça c'est pas grave. Il faut que le mot reste compréhensible. Donc ça sera quand même au jugement du correcteur. Parce qu'en fait, quand on a les crocs, et c'est ce qu'on a fait pour notre concours blanc, globalement, il n'y a pas de réponse prédéfinie, elles sont toutes relues. Et donc en fait, les examinateurs, ils lisent le mot à voix haute. S'ils comprennent, ils comptent le point. Si le 0,5, c'est un peu pour les réponses qu'on peut pas dire qu'elles sont vraies à 100%, mais en même temps, on a l'impression qu'il a la bonne réponse. Donc, c'est un peu une catégorie qui permet de pas trop pénaliser des gens. Ou alors si on oublie la latéralité, par exemple. Si c'est quelque chose d'important ou de déterminant pour le pronostic du patient, si on est obligé de le dire, bah, ok, on a compris la question, mais par contre, on n'a pas mis la latéralité, donc on a 0,5 points. Ça, c'est vraiment aussi le correcteur nous, qui définit. Et c'est ce que les correcteurs font quand il y a une réponse à 6, 7, 8 mots, bah, en fait, on la lit pas. Donc, si la consigne c'est 1 à 5 mots, il faut pas dépasser. En fait, pour eux, c'est facile de pas donner le point, ça leur facilite la vie. Il y avait une consigne, elle n'est pas respectée. Et faut pas aller trop loin. Par exemple, si c'est une embolie pulmonaire proximale bilatérale et qu'on ne sait pas s'il est hypotendu, si c'est grave, faut pas mettre grave, quoi. Faut vraiment rester sur les infos qu'on a si on n'a pas plus que ça. Et faites attention aux réponses qui peuvent être demandées en chiffres aussi pour les délais ou les dates. Ne pas mettre en toutes lettres, par exemple. Ne pas mettre en toutes lettres, ça sera faux. Et donc, on a les zones à pointer. Donc, les zones à pointer introduites en 2023, il y en a eu 8, 2,5% des questions qui peuvent interroger sur de la pathologie, sur de la NAT. Donc, c'est aussi un format très intéressant qui est apparu pour la première fois aux EDN 2023. Donc, les questions zones à pointer, on peut vous demander de pointer sur une iconographie. C'est pas forcément une imagerie, un scanner ou une radio. Hein. Ça peut être un bilan biologique, ça peut être une EFR. On peut vous demander de pointer jusqu'à 5 éléments différents. Et donc, vous allez voir, c'est très facile. C'est une petite case que vous attrapez et que vous pointez sur l'image. Et sur la plateforme Asclepsia, on l'a très bien reproduit. Et c'est pas un point précis qui est attendu, c'est une zone qui est contourée. Donc, si vous êtes un petit peu loin, c'est pas grave. On vous demande pas un degré de précision extrême. Et sachant que là, ce qu'on a mis, c'est l'ordonnance il fallait pointer 2 choses sur une ordonnance aux ECN 2024, du coup. Donc, juste avant les EDN. Et donc, ça montre bien ce que tu disais, que toutes les iconos peuvent tomber, quoi. Et c'est précisé d'ailleurs dans la loi, que ça peut tomber sur du texte. C'est assez intéressant de le préciser. Effectivement. Les TCS. Donc, les TCS, on rentre un peu dans le vif du sujet parce que c'est une nouvelle modalité. Nous, on en avait mis dans notre concours blanc beaucoup plus que ce qu'il y a eu aux EDN finalement. Donc, les TCS, tests de concordance de script avec la formule de notation, ça repose sur la concordance
par rapport à ce que les experts ont mis, si tu peux nous décrire un petit peu Ouais. cette modalité. Alors, cette modalité permet d'évaluer le micro-raisonnement de l'étudiant par rapport à une situation donnée. Souvent, on se place dans un énoncé avec une nouvelle information et on veut évaluer à quel point cette nouvelle information va changer notre manière de considérer le diagnostic. Souvent, sur un phénomène de probabilité avec un mode de raisonnement bayésien. Effectivement, ce qui va être évalué, ça va être de dire, par exemple, est-ce que c'est plus 2 beaucoup plus probable, plus 1 probable, 0, ça change pas notre hypothèse diagnostique, moins 1 moins probable et moins 2 beaucoup moins probable. Et souvent, on doit se situer là-dessus en sachant que ça avait déjà été réalisé par un comité d'experts qui doit lui-même répondre en avant. Et donc, en fonction de la répartition des réponses des experts sur cette question, par exemple, si une majorité d'experts, on va dire 7 sur 15, 8 sur 15 ont répondu plus 1 et que 7 sur 15 ont répondu 0, si nous, on répond plus 1, eh ben on aura tous les points, parce qu'on a répondu comme la majorité des experts. Par contre, si on répond 0, on aura 7 sur 15, c'est-à-dire 7 sur 8. 7 sur 8, pardon. Le nombre de réponses des experts qui ont répondu la modalité qu'on a définie, divisé par le nombre maximal d'experts. Et en fait, ce qui permet finalement de ne pas être trop pénalisé si par exemple il y a 2 réponses un peu en concurrence. Alors l'idéal, on le verra, et c'est ce que je montre là sur votre écran, mais globalement, un bon TCS, c'est quand même une réponse unimodale où il y a quand même une... Il faut que ça soit une courbe de Gauss dans l'idéal. Ouais, une réponse qui est quand même majoritaire. Donc, par exemple, là, on a fait un petit peu schématiquement 14 réponses sur le 1, donc dans l'icono que vous voyez à gauche. Donc là, on a, si on coche plus 1, on a tous les points. Et si on coche plus 2, on a 3 sur 14. Donc ça fait quoi? Ça fait moins d'un quart des points, donc c'est pas énorme quand c'est comme ça. Effectivement, sur l'exemple de Gauthier, s'il y a 2 réponses qui sont assez élevées, on va pas être pénalisé parce que des experts ont mis quand même 7 sur 15 experts, ça fait 7 sur 8 finalement en termes de points. Et donc ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de réponse un mauvais TCS. C'est quoi? C'est un TCS où quand tu fais voter des experts, il y en a la moitié qui mettent moins 1, l'autre qui mettent plus 1, ça veut dire que l'énoncé est pas bon. Donc normalement, ça aux EDN, c'est pas censé arriver. Et nous, quand on a fait notre concours blanc, qu'on a fait des TCS, qu'on a fait voter, on avait une question, je me souviens, où en fait, il y avait un problème sur l'énoncé. Et quand on avait fait voter, on avait eu exactement ce truc-là. On a dû supprimer la question et en refaire une autre. Et donc là, sur le dernier, à manipuler, c'est ce que Damien Roux en fait explique. C'est que quand on est un truc assez cohérent, on est sur du plus 1, un petit peu de plus 2. S'il y a un expert qui a répondu tout l'inverse, ça nous est déjà arrivé, nous, quand on a fait voter les gens. En fait, on va juste supprimer la réponse parce que s'il y en a 1 sur 15 qui a pas compris. Ou alors, on peut reformuler la question si elle était sujette à un petit peu d'ambiguïté. Parce que souvent, c'est le cas. Si c'est un expert qui répond une réponse complètement opposée, souvent, c'est pas parce que l'expert est mauvais, c'est plutôt parce que la question peut avoir un peu d'ambiguïté. Donc, c'est pour ça qu'on peut refaire un peu les questions. Exactement. Aussi. Et donc là, on a un TCS qu'on a rédigé au concours blanc, Gauthier, pour un peu illustrer ce que tu disais. C'est un TCF effectivement qui porte sur la maltraitance chez l'enfant, où effectivement on voit qu'on a un énoncé avec une nouvelle information, c'est-à-dire si maintenant on suspecte une maltraitance physique avec un nouvel élément de l'interrogatoire ou de l'examen physique, là en l'occurrence des ecchymoses au niveau des genoux et du front, quelle est l'influence de cette nouvelle information sur notre hypothèse? Et donc là, en l'occurrence, il fallait déterminer qu'à 7 mois, l'enfant n'a pas encore acquis la marche, et donc que des ecchymoses à cet endroit-là, c'est pas tout à fait normal, et donc finalement que ça rend plus probable notre diagnostic. Donc finalement, la répartition des réponses devrait être entre plus 1 et plus 2. En sachant qu'on ne devrait pas trop être pénalisé si on se trompe entre l'un des deux. C'est ça l'idée du TCS. Et donc là, ce qu'on a mis, c'est un peu l'interface qu'on avait fait. Maintenant, on sait comment, parce que c'était avant les EDN, ça sera mis à jour parce qu'il y a une vidéo du CNG qui est tombée et effectivement, l'interface est un peu différente. Et là, on a un petit peu inventé le truc. C'est qu'on avait inventé le truc et la question finalement est tombée presque telle quelle au concours. On a eu une question très similaire finalement sur la maltraitance avec un cas où justement cette fois-ci l'enfant avait acquis la marche. Mais voilà. Et c'est là aussi où on voit l'intérêt quand on s'entraîne sur les annales, c'est de aussi faire le tour de la question. C'est-à-dire pas juste corriger la question et se dire ok, là dans cette situation là il fallait répondre plus 1 plus 2 et donc à l'avenir j'aurai une question similaire. Non, les questions souvent elles retombent avec
un contexte assez similaire, mais souvent le fond de la question interroge quelque chose de différent. Et donc là, on voit que la question, elle n'est pas posée telle quelle, comme c'est le cas des annales, par exemple, facultaires, parfois où c'est les questions qui tombent exactement telles quelles. Souvent, les questions sont remaniées, tombent autour du même sujet, etc. C'est là l'importance de bien corriger toutes les questions des annales, de bien faire le tour et de bien tout corriger. Après, du coup, ouais, en gros, là, c'est la TCS qui est tombée au vrai concours. L'autre, c'est notre concours blanc à nous. Ouais. Hein, c'est pas le CSM qui l'avait rédigé, mais effectivement, on a traité la même chose. Hein. La maltraitance, c'était quand même un truc qui était très similaire. Donc, un bon entraînement qu'on a bien corrigé. Et c'est ce que disait Gauthier, et c'est ce qu'on s'attache à faire sur la plateforme, c'est vraiment de corriger de façon très globale une question, une notion, dans l'idée qu'il y a une notion similaire qui tomberait plus tard, ce qui me permet d'aborder sous toutes les coutures, en fait, la question. Question similaire, c'est différent que question identique. C'est ça le message. Exactement. Et donc, on a vu donc en revue toutes les modalités. Déjà, c'était très clair. Et donc, ça peut s'intégrer finalement dans des DP, des KFP, des QI. Donc, les DP, je pense, c'est assez classique, 3 à 8 questions, rang A ou rang B. Les QI, c'est des questions isolées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des KFP d'Anna qui sont particuliers? Oui, donc les KFP, c'est des Key Feature Problems, et ça interroge les points clés ou les points critiques du raisonnement face à un problème clinique courant. Donc, on peut s'imaginer que si des chefs voient que leurs externes ont un problème avec une situation particulière en stage, par exemple, je sais que les hyponatrémies, les troubles uniques, ça peut être des sujets qui posent problème, ils peuvent décider de faire un KFP dessus qui comporte systématiquement une CROC, une QRPL et une troisième modalité d'osmologique qui peut être l'une parmi celles en dehors des TCS, du coup. En dehors des TCS, qui, faut qu'on rappelle, peuvent faire l'objet soit d'un début de dossier, d'une question de début de dossier, soit de 3 TCS les uns à la suite des autres. Sachant que quand c'est en début de dossier, là, il n'y en a pas eu aux EDN, mais ce serait qu'une question. Voilà, ce serait qu'une question. Et donc voilà, et ça porte surtout sur des connaissances de rang A. Donc on peut s'imaginer que dans la note de rang A, les KFP sont quand même assez importants. En fait, il y a la QRP longue du coup, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y avait pas que du rang A quand on regarde un petit peu. En fait, théoriquement, c'était censé être du rang A. Après, Damien Roux a dit qu'il pouvait y avoir du rang B, et effectivement, en faisant les annales. Et en faisant le codage aussi, on se rend compte qu'il y a du rang B. En faisant le codage, précisément, on voit qu'il y a du rang B. Et je pense que c'est aussi lié à la QRP longue, parce que la QRP longue, c'est du rang A non validant, et donc en fait, il faut un petit peu baisser le rang A non validant, et je pense que ça explique pourquoi il y a du rang B en fait dans les KFP. Et donc on a parlé beaucoup de Damien Roux, qu'on salue s'il nous regarde, je sais pas. Mais globalement, qui rédige les sujets, c'est le conseil scientifique. Ça, c'est très important de le redire. On le dit souvent, on le dit dans toutes les confs, dans nos textes de correction, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est trop important de savoir qui rédige. Et donc, il a été renommé là en 2023 pour jusqu'en 2026. Mais en fait, donc il est présidé par Damien Roux. Il y a Marc Braun qui était l'ancien président pendant 6 ans quand même. Et donc, c'est un peu les mêmes noms que vous retrouvez, puisque là, si vous regardez à l'écran, vous affiche les 2 précédents conseils scientifiques, et on s'aperçoit en vert qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient déjà là par le passé. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est de voir que on a les 3 principales personnes du conseil scientifique qui sont là depuis la session 2018. Donc en fait, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'ils ont une philosophie, ils ont une façon de rédiger, et ils ont des connaissances privilégiées avec leurs experts, qui fait qu'en fait, quand on fait les annales, on rentre dans leur tête. C'est ce qu'on fait dans nos corrections, on analyse les énoncés, on va y revenir juste après. On s'aperçoit que c'est leur style à eux, quoi. C'est pas, on est quand même assez différent de ce qui peut se faire, dans d'autres facs, dans des sources privées. Ils ont leur patte, leur touche. C'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans le concours blanc. Donc, c'est important de savoir qui rédige quand même les sujets. Et qui rédige les questions, finalement, c'est le conseil scientifique de médecine qui va organiser la rédaction, mais ce sont pas eux qui rédigent directement les questions. Ils ont des comités d'experts, souvent des professeurs universitaires par discipline, qui vont rédiger les questions, et ensuite il y a des allers-retours entre le conseil scientifique et les experts pour justement vraiment essayer d'améliorer les questions le plus possible et faire en sorte de proposer des sujets très qualitatifs. Et on se rend compte que les annales, ce sont des sujets très aboutis. Ça en fait un argument pour bien les travailler, et c'est un entraînement assez précieux dans le cadre de l'entraînement pour l'EDN. Ouais, c'est ce qu'ils disaient souvent. Ils disent que sur toute une année scolaire, ils les préparent. Ils ont leurs experts qui rédigent des questions sur certains sujets. Ils les relisent en comité avec tout le conseil, quoi. Ils valident pas. Ils renvoient en docimologie. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi, finalement. Chacun rédige ses questions, on les met, on en discute. Il y a des relectures. On les valide, on les valide pas. C'est un peu la même chose. Donc voilà, très important quand même de savoir qui rédige les sujets.
Et donc, c'est ce que je dis, on revient un peu finalement à l'importance des annales. Et vous, c'est ce que vous avez fait. On a tous fait ça sur l'entraînement. C'est que depuis 2019, on va dire, c'est la 2e année du conseil un peu actuel. Les annales, c'est quand même très important, même en pré-R2C. Exactement, parce que la grande question que les étudiants se posent, c'est à partir de quand je commence à faire les annales, est-ce que c'est intéressant de faire les annales de 2019, 2020, 2021 ? Alors oui, il faut toutes les faire. Comme maintenant, on a quand même 5 sessions R2C, je pense qu'il faut commencer par travailler sur celles-ci, bien les préparer, bien s'imprégner des nouvelles modalités d'osmologique, et ensuite vraiment faire les annales 2019, 2020, 2021. Moi, j'avais quasiment que ça pour m'entraîner parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sessions R2C à mon année, et ça m'avait très très bien préparé au concours. Finalement, un DP de 15 questions, ça peut se diviser en 2-3 cours d'épée de 3 à 5 questions, et c'est les mêmes notions qui tombent, donc c'est important. Clairement. Les mêmes notions, on était déjà dans la hiérarchisation diagnostique, il y avait déjà de plus en plus de QRU, des QRP. Alors bien sûr, il n'y avait pas les CROC, les QRP longues, certes, mais quand on regarde, ils reprennent quand même pas mal les formulations, on va y revenir juste après, ce qui fait quand même plus de 3000 questions du conseil scientifique, ce qui est pas rien, et sachant que, voilà, c'est ce qu'on dit, il faut les faire, il faut passer du temps dessus, il faut bien les corriger, il faut faire tout le tour de la question, quoi. Ça, on vous renvoie à la conférence méthodo aussi qu'on avait fait sur comment exploiter les annales, dans quel ordre les faire, comment, etc. Tout ça, on en parle, c'est assez intéressant. Ouais, exactement. Et donc, là, on va passer un petit peu plus sur l'analyse un peu plus fine, plus détaillée des EDN 2024, donc qu'on a passé au peigne fin. Et donc, Gauthier, voilà, de ce qu'on a vu, c'est quand même une session très similaire à ce qui s'est fait précédemment. Oui, finalement, les thématiques abordées sont très similaires. Et puis en plus, on a les grandes thématiques de fond qui reviennent, notamment la contextualisation des connaissances. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est mettre en condition l'étudiant le plus possible comme dans la vie réelle, avec un énoncé assez riche en éléments sémiologiques, en éléments biologiques, en examens complémentaires. Et l'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble de ces données et d'en faire des hypothèses diagnostiques, de décider une prise en charge. Et souvent, on va se retrouver avec des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire en priorité ou quelle est votre hypothèse principale devant ce tableau clinique. J'ai des exemples après par la suite pour illustrer mes propos, mais c'est assez intéressant. Pareil avec la hiérarchisation des connaissances, ça c'est aussi en priorité. Typiquement, ça c'est une question de on se formule nos hypothèses diagnostiques et ensuite on choisit la meilleure parmi celles-là. Et ça c'est aussi un mode de raisonnement qui est beaucoup évalué par le conseil scientifique. Ensuite, on sait qu'il y a une part de la sémiologie dans les questions qui est très importante, environ un tiers. Ouais, 30%, ça, c'est pareil, c'est commun aux précédentes sessions et on voit que c'est très similaire. Et ensuite, on a une variété des thématiques abordées. Ça, on s'en rend compte de plus en plus. Il faut vraiment tout travailler et tout peut tomber. En sachant qu'il n'y a pas d'heure programme. Et un des éléments les plus importants à comprendre quand on travaille, je pense, c'est que tout est finalement défini a priori. On sait ce qu'il faut travailler. En fait, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de choses cachées dans le concours, il n'y a pas de mystère. Tout est écrit dans la loi et finalement, c'est traduit par les objectifs de connaissance à travers le LISA. Et en fait, il faut se baser là-dessus et les référentiels pour exactement cibler ce qu'on veut cibler. Donc tout est circonscrit par le programme, on y reviendra juste après. Ce que tu disais, c'est intéressant, je rebondis sur la variété des matières, puisque Dana a expliqué les 13 groupes de DES, qu'il faut qu'il y ait à peu près une quarantaine, en tout cas ils ont mis une quarantaine de questions de rang B réparties sur tous les groupes. Et en fait, les matières sont très variées parce qu'il faut qu'il y ait assez de rang B pour avoir des coef, pour avoir des classements et interroger les gens sur toutes les matières potentiellement. Tout à fait. Exactement. Ça va dans le sens quoi, de la Il y a RDC. des questions très similaires. On peut prendre l'exemple de l'insulinothérapie, l'administration cachée d'insuline, l'hémorragie avec les AVK, la vaccination VHB, le cancer de l'endomètre, l'asthme, les 3 EFR qui sont tombés quand même à cette session. On a par exemple, connaître la complication avec le protoxyde d'azote, avec la carence en vitamine B12. Enfin, c'est des thématiques qui reviennent très souvent sur les dernières sessions. Et on se rend compte que peut-être que les rédacteurs aussi sont similaires dans la rédaction de ces questions-là. Ouais, les experts, globalement, ils changent pas du tout chaque année. Il y en a qui ça se voit, en fait. On sent leurs pattes depuis des années. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu me dis qu'il y a des thématiques qui retombent souvent. Et en fait, soit ça peut être des questions très similaires, mais soit ça peut juste tourner autour de toute cette thématique. Donc, avoir des questions différentes sur une même chose. Mais au final, quand on les travaille, on travaille tout en même temps. Et même quand on corrige les annales,
on essaye de revoir toute la et notion. même quand quoi. on crée des questions, en fait, on a créé des questions en s'inspirant de ça, en se disant bon bah là il y a des thématiques qui ont l'air incontournables, on va faire des sujets là-dessus. Et c'est pareil, par exemple l'hyperthyroïdie, nous on avait fait un dossier entier sur la maladie de base d'eau, bah là il y a eu un dossier entier sur un nodule thyroïdien, donc hyper fonctionnel. Ça c'est la philosophie qu'on essaie d'appliquer aussi lors du concours blanc. Pareil avec les crises suicidaires, ce genre de choses, la maltraitance, les violences, tout ça c'est des thématiques qui reviennent assez souvent et c'est des thématiques importantes qui doivent être traitées et nous on essaie le plus possible de les valoriser avec les tiroirs de cours aussi avec Asclepia. Donc voilà, une session finalement très similaire et en fait ça va être pareil en 2025, 2026, c'est les mêmes rédacteurs, c'est le même conseil scientifique, finalement on peut s'attendre à des choses très similaires et il y a quand même quelques petites nouveautés d'Anna, notamment il y avait une vidéo. Exactement. Donc, pour la première fois, et c'était prédéfini, hein, c'était pas une surprise, il y a une analyse de vidéo qui est tombée au concours. Donc, c'était un signe sémiologique à déterminer à partir d'une vidéo de flapping tremor. Donc, on voyait les mains d'un patient hospitalisé qui flappait. Et donc, en fait, ces vidéos sont définies dans le programme, dans les objectifs de connaissance. Donc, s'il y a une vidéo qui tombe, ce sera forcément quelque chose qui est dans l'arrêté du journal officiel. Et cette vidéo aussi était extraite très similaire à une vidéo du site de sémiologie neurologique. Donc, on parlait de l'importance de la sémio. La sémio, c'est pas uniquement les référentiels, c'est aussi les sites de neurologie, de pneumologie et le collège de sémio que vous avez de la chance d'avoir désormais. Puis les bases de P2D1, hein, et c'est puis la aussi les bases de continuité P2D1 qui sont considérées comme acquises, en fait, et donc pas forcément rappelées et qui dans sont les évaluées, référentiels. C'est Et le cas qui avec sont totalement l'anatomie, la évaluées, physiopathe. on en reparlera après, mais oui. Exactement. Très important. Et après, globalement, je crois que Gauthier, tu nous parlais, tu disais que les bilans bio semblaient plus complets. Enfin, globalement, il y a toujours eu des bilans très riches. Oui, là, on avait des bilans bio sous forme de tableau, donc avec de très nombreuses informations, un peu comme dans la vraie vie. Finalement, ça, c'est un peu nouveau, je trouve. Ouais. Et voilà, globalement, quelques petites nouvelles thématiques sur le fond, mais globalement, c'est toujours comme ça. Il y a des thèmes très récurrents qui sont quand même une grosse partie et des trucs un peu plus originaux. Les complications de réanimation, environnement et santé. Oui. Ce qui est un nouvel item. Et d'ailleurs, c'est bien de savoir aussi ce qui a été introduit par la RDC comme cet item-là, puisque en fait, il est tombé clairement juste après. Et donc, justement, pour introduire la toute première question, en ouvrant le PDF, Gauthier, tu tombes sur un réno. Sur un réno. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça donne la couleur un petit peu de cette session et ça se confirme avec les questions d'après parce que le réno tombe 3 fois dans cette session. Ça tombait déjà beaucoup de fois dans les années précédentes et ça, on le voit dans les questions similaires. Si vous ouvrez l'Astrolabe avec Asclepia, on voit le nombre de questions similaires sur le réno et c'est presque toujours les mêmes thématiques. C'est savoir le diagnostiquer, savoir l'évoquer, quels examens complémentaires on fait, savoir évoquer les causes secondaires. Enfin, voilà, on voit le nombre de questions similaires, c'est vraiment impressionnant. Et nous, on essaie de le valoriser avec les tiroirs de cours pour traiter aussi de ces manières-là sous un autre angle que le référentiel. Et là, on le voit, connaître les éléments cliniques qui distinguent le réno primitif du secondaire. On est à 10 questions sur le sujet. Donc, il y a des tiroirs de cours, effectivement, qui sont privilégiés pour les thématiques qui tombent souvent. On a eu aussi il y a eu une question sur la maladie de Parkinson tournée au négatif. Alors, ça, dans les règles de rédaction, d'ailleurs, le conseil scientifique le précise, il faut éviter le plus possible dans les guidelines de formuler à la négative une question, parce que ça peut embrouiller, et finalement, en embrouillant, on n'interroge pas vraiment sur la connaissance. Là, on voit que ça a été formulé de cette manière-là, mais c'est intéressant de noter que dans l'objectif de connaissance qui est écrit dans la loi, c'est aussi formulé à la négative. Il faut donner les diagnostics qui vont à l'encontre de la maladie de Parkinson. Et c'est très intéressant de noter qu'il y a eu 3 questions similaires, et à chaque fois, elles sont formulées à la négative. Et ça, c'est suffisamment marquant pour dire qu'ils se basent sur les textes de loi. Ouais, donc en fait, ils ont fait eux-mêmes le programme, ils ont fait eux-mêmes les objectifs. Donc en fait, ça leur facilite la vie finalement pour poser des questions, puisqu'ils reprennent souvent les mêmes termes, les mêmes intitulés. Et donc, je rebondis juste sur le formulé à la négative. C'est vrai. En fait, on a vu quand même depuis les dernières sessions, il y en avait toujours quelques-unes sur le côté négatif, mais c'est toujours pertinent. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va contre un diagnostic, qu'est-ce qui est en défaveur d'un diagnostic. Vous verrez en faisant les annales. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'ils vont pas dire quelles sont les propositions fausses. Ça n'a aucun sens. Parce que ça n'apporte rien. On se rappelle tous des classiques pièges auxquels il fallait faire attention dans nos premières années de médecine, mais ça, c'est pas le cas lors du concours des EDN. C'est anti-pédagogique finalement. Alors que là, il y a un vrai intérêt pédagogique finalement. En néphrologie, là, c'est pour aborder un petit peu aussi la contextualisation des connaissances et même la hiérarchisation qui est évaluée à partir d'une vignette clinique assez dense et on se rend compte que dans des questions isolées même, on peut avoir de la contextualisation et souvent c'est valorisé en néphrologie avec des questions comme ça.
Il y a d'autres questions similaires finalement qui sont pareilles, comme les bilans pré-thérapeutiques, par exemple avant une corticothérapie, avant le méthotrexate, savoir quel bilan faire. On voit qu'il y a des questions très similaires. Là, c'est un item avec un objectif de connaissance très large sur toutes les classes médicamenteuses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions similaires, mais le bilan pré-corticothérapie, c'est déjà tombé à de très nombreuses reprises. Et c'est intéressant de voir quand même que dans notre concours blanc, on avait, par rapport à la néphro, c'est un truc qui tombe tellement souvent que, pareil, on a fait une vignette très riche. C'est moi qui l'ai rédigé cette question et je me suis dit, ça va tomber. Enfin, c'est quelque chose de très fréquent. Très similaire, en fait. La crise suicidaire, c'est aussi une thématique fréquemment abordée et notamment savoir l'aborder, souvent dans les dossiers de psychiatrie, mais d'autres circonstances, parce que c'est quelque chose de fréquemment rencontré en médecine. Et la CROC interrogeant sur qu'est-ce qu'il faut évoquer en priorité, la crise suicidaire, et ça, c'est tombé déjà, par exemple, aux EDN 2023, sous forme de CROC, et là, à cette session-là. Donc ça fait 2 ans que ça tombe d'affilée. Ça fait, très classique. La CROC qui est bien parce que elle fait. Donc déjà, ça peut être. C'était du rang A, il me semble. Celle-là, c'est du rang A, savoir évaluer le risque. Et en fait, CROC, donc rang A validant, est question fondamentale où les rédacteurs, je pense, ils veulent pas suggérer la bonne réponse. Parce qu'en fait, ils veulent que l'étudiant le sorte de lui-même plutôt qu'une QRU comme ça pouvait être le cas. Et là, si tu reviens sur la prise en charge de rang B, aborder le patient suicidaire, connaître les principes de l'entretien, il y a aussi un objectif de connaissance qui dit savoir proposer une aide psychiatrique, un entretien psychiatrique avec un patient qui est en crise suicidaire. Et ça, nous, lors du concours blanc, on avait fait une CROC, par exemple, là-dessus. Parce que savoir proposer une aide psychiatrique, ça ouvre et ça amène à la CROC finalement. Donc c'est pour ça qu'on l'avait proposé de cette manière-là. Pareil, le souffle cardiaque en cardio qui revient très fréquemment avec les caractéristiques du souffle. On voit qu'il y a 9 questions similaires sur les signes fonctionnels de l'examen clinique. Entre parenthèses, auscultation, et c'est quasi tout le temps des questions sur l'auscultation. Il y a également la question sur l'injection cachée d'insuline. C'est très particulier comme question parce que c'est pas quelque chose de forcément fréquent en médecine, mais c'est abordé au moins 3 fois au concours. Donc ça montre aussi qu'il y a une vraie volonté de poser cette question et que ça peut être réinterrogé à l'avenir. Et justement, au concours, t'en parles. Et donc même aux ECN 2022, si on parle des annales pré-R2C, et déjà il y avait 120 questions isolées quand même par session, donc les questions isolées qui restent bien sûr en vigueur. Et on se rend compte que voilà, même avant la R2C, comme c'est le même conseil scientifique, c'est les mêmes rédacteurs, c'est le même style, et en fait, on a beaucoup de questions similaires des années précédentes. Là, c'était la question sur le protoxyde d'azote qui peut paraître plus originale, et au final, effectivement, on est revenu sur Pareil, la question sur les maladies rares. Alors qu'on avait abordé, nous lors de notre concours blanc, on avait posé une question presque similaire à celle qui est tombée aux EDN 2024 sur l'errance diagnostique. Nous, elle était formulée avec un contexte de la même manière et finalement, voilà, c'est retombé. Donc, on voit qu'il y a un vrai style qu'on peut analyser et quand on crée des questions, on s'inspire vraiment de ce style-là. Et donc, connaissance de rang A, modalité de rang A, QRU. Tout simplement. Voilà. La plupart du temps, ça va être comme ça. Et là, ce qui était frappant quand même, c'est de voir des questions identiques, mot pour mot, à celles des annales, comme celle sur l'impact de l'environnement sur la santé, qui est, on l'a dit, il y a un nouveau chapitre, et en fait, ils ont juste copié-collé. Après, c'est pas le plus fréquent, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est un petit cadeau quand on a bien bossé les annales quand même. Voire identique et un petit peu modifié pour éviter une ambiguïté, comme cette question sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'était quelle est la meilleure modalité de dépistage? Et donc, on voit que sur la question du concours blanc 2023, le frottis cervico-utérin était proposé à partir de 25 ans et donc rendait la proposition un peu ambiguë à cocher. Et donc, a été modifié à partir de 18 ans pour être sûr que c'est super intéressant parce qu'on était un peu, pour la corriger, forcément, il y a un peu cette ambiguïté par rapport au cut-off de l'âge. Et donc, comme pour eux, la question est très intéressante, et ils se sont dit, on va la remettre, on va enlever l'ambiguïté, on va voir est-ce que la réussite varie finalement. Et ils font souvent ça en fait. Ils reprennent des questions, ils changent une proposition, ils en enlèvent une. Par exemple, s'il y avait 5 propositions, ils en mettent 4. Enfin, c'est assez intéressant et c'est ce qui renforce l'importance de faire les annales et de bien les corriger, quoi. Donc, un des points clés d'Anna, c'est le respect du programme. Si tu peux nous en dire plus, Exactement. C'est fondamental pour les étudiants. On en parle depuis le début que c'est toujours les mêmes notions qui tombent, mais ce qui est important, c'est aussi que c'est uniquement les notions définies dans le journal officiel qui peuvent tomber, qui est sorti en 2023 et qui est toujours d'actualité et qui définit
pour chaque item, quels sont les objectifs de rang A et de rang B, et que vous pouvez retrouver de manière très bien présentée sur le LISA, qui est un outil très sympa pour travailler, pour naviguer entre les items et entre les objectifs de connaissances. Et donc, le programme officiel, comme je disais, est basé sur la loi. 367 items, 356 situations de départ, classifiées en rang A, rang B. Et le message qu'il faut tirer de ça, c'est que le hors-programme est exceptionnel. On peut en voir très rarement, mais c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer. Et c'est aussi pour dire que le rang C qui est traité dans les collèges en vert, faut pas trop se pencher dessus. Hein. Sauf si ça aide à comprendre, quoi. Voilà. Mais ça ne tombe je pense jamais. qu'il faut en fait. le lire une fois quand vous découvrez l'item, une deuxième fois si c'est un item un peu difficile avec lequel vous avez du mal, mais n'allez pas l'apprendre par cœur. Quoi. Et globalement, le rang C, la règle, c'est que ça tombe pas, sauf peut-être une question sur 310 par erreur, parce que c'est un processus humain. Voilà, on peut se tromper. Et si ça tombe, c'est pas du tout reproductible, en fait. C'est tombé une fois par erreur, ça ne retombera plus jamais. Et voilà, par rapport au rang C dans les référentiels des collèges, il faut juste aussi comprendre que ce rang C, dans les référentiels par exemple maçon qui sont en vert, c'est défini par les collèges eux-mêmes. Donc c'est pas ce qui est vraiment défini par la loi, et donc certains collèges par exemple diront ce type de connaissance dans l'objectif de connaissance et du rang C, et d'autres diront que c'est du rang B. Donc parfois il y a des discordances, faut un petit peu savoir à faire avec, mais voilà, ça reste un petit peu de l'ordre de l'exception, et si on a un doute, on se réfère à la loi et on interprète nous-mêmes pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est rangé dans le LISA, c'est rangé sur l'Astrolab où on peut donc ranger par livre, par item, par connaissance, et on a la liste de toutes les connaissances et donc des questions et des tiroirs de cours. Par exemple, la thérapeutique en orthopédie qui est pour beaucoup finalement du rang C et du hors programme. Ouais, mais il y a des petits objectifs. Oui, bien sûr, mais ça, il faut les connaître, ces petits objectifs-là. C'est ça, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, il y a une question qui retombait souvent, c'était les recos d'Anna. S'il y a une nouvelle reco qui sort avant le concours, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Que dit la loi? Que dit le conseil scientifique? Le conseil scientifique nous a donné les informations pour les EDN 2024. Les recommandations à suivre étaient celles qui sortaient jusqu'au 31 mai 2024. Donc, on peut imaginer que pour les EDN 2025, même si l'arrêté n'est pas encore sorti, ce sera les recommandations avant le 31 mai 2025, mais aussi les référentiels. Et ça, c'est important parce que actuellement, il y a des référentiels qui sont en train d'être publiés. Il y en a qui ont commencé à être publiés en octobre, novembre, et il y en a qui arrivent aussi en janvier. Donc, tenez-vous à jour, médecine interne, orthopédie, hématologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que le référentiel R2C sorte pour commencer à travailler la matière, mais que quand il sortira, il faudra être vigilant aux nouvelles informations qui ont pu être apportées. Surtout aux items, par exemple environnement et santé, si c'est traité dans un collège, mais qui sont déjà prédéfinis, donc a priori, après, globalement, quand il y a des tout nouveaux trucs, l'histoire a montré quand même qu'ils allaient peu titiller sur ça. Globalement, mais bon, par exemple, si je dis au hasard, s'il y a le calendrier vaccinal qui change, comme c'est quelque chose de fondamental qui tombe souvent, ça peut justement être assez rapidement quand même mis à jour sur ce plan-là. Mais après, effectivement, s'il y a un nouveau référentiel de médecine interne, globalement, c'est beaucoup de cliniques, beaucoup d'examens complémentaires. Généralement, ça change pas fondamentalement les choses. Donc, comme tu l'as dit, faut pas hésiter à déjà les travailler, bien sûr. Hein. Et puis nous, on vous met les recommandations HS en hyperlien dans les corrections des annales pour que vous y ayez accès facilement. Et donc là, tu voulais analyser un petit peu un DP, donc des EDN 2024, pour un petit peu voir comment sont construits finalement les sujets. Voilà, on voulait vraiment vous prouver que les questions sont construites à partir des objectifs de connaissance à travers ce DP de dermatologie de cette question qui portait entièrement sur la dermatite atopique. Et donc on voit que vraiment l'intitulé de la question reprend textuellement l'objectif de connaissance avec une première question sur les éléments d'anamnèse qui peuvent favoriser l'atopie, et c'est quelque chose qu'il faut connaître, qui fait l'objet d'une connaissance de rang B. Il faut connaître les complications de la dermatite atopique, il faut connaître aussi les grands principes de traitement, ça veut dire les traitements de première intention, pas rentrer dans les détails des secondes lignes. Et c'est assez frappant, je trouve, à quel point ça reprend les objectifs de connaissance. Donc en fait, le message, c'est que connaître les intitulés des objectifs de connaissance, c'est aussi important que connaître ce qu'ils contiennent. Et à la fin, je me souviens que j'avais même fait des tours juste d'objectifs de connaissance pour bien les avoir en tête juste avant les épreuves. C'est le cas, par exemple, des iconographies. Hein. Je pense que tu y reviendras. Voilà, on peut montrer qu'il y a aussi sur les iconographies avec ces 3 photographies, une dermatite atopique primitive, puis une complication, et ça marche aussi pour les contenus multimédia, quoi. Donc c'est très, très important. Et on peut retrouver ça aussi dans les questions de cours purs. Hein. Ça arrive. D'accord, on a parlé des questions contextualisées qui sont un peu
un peu plus difficiles et qui nécessitent un peu plus de temps, mais les questions de cours purs qui non seulement tombent de manière récurrente, sont aussi construites à partir des objectifs de connaissance, comme pour les éléments de la maladie cœliaque. Et donc là, je voulais vous montrer en fait comment, à partir de ça, vous allez orienter votre apprentissage vers les objectifs de connaissance similaires, qui sont pas forcément tombés, mais que vous devez garder en tête parce qu'ils peuvent tout à fait retomber, comme ici l'épidémiologie et les facteurs de risque de la maladie cœliaque. Et donc, ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on en a un peu moins parlé, mais il y a des questions plus courtes qui sont moins axées raisonnement, plus axées cours, qu'on vient de garder en tête et on les retrouve facilement, bien sûr, dans les annales quand on les corrige. Et c'est intéressant de voir quand même que là, sur les 2 exemples, quand on regardait les connaissances de rang A, c'était souvent du coup des questions à réponse fermée, hein, ce qui montre bien que il n'y a que 8% de rang A à questions non fermées. Il y a encore un exemple d'épidémiologie avec les tumeurs rénales. Donc, vous voyez qu'on a une QRU et une CROC. Donc, pareil, ça tombe quoi. Et tumeur rénale qui est tombée également sur une imagerie, on y reviendra, mais qui est très fréquemment abordée avec une question, avec une coupe de scanner, et on demande quel est le diagnostic sous forme de QRU, question fermée, avec réponse de tumeur rénale, et parfois avec des leurres, genre paludisme, etc., des trucs, ça tombe très fréquemment. Il y a un expert de tumeur rénale, je pense, qui rédige des questions, c'est sûr. Et donc, ce qui est intéressant aussi sur ta façon d'approcher le truc, c'est qu'en fait, dans chaque discipline, on s'est rendu compte, en fait, on l'a dit, il y a des experts. Généralement, ça tourne pas trop forcément d'une année à l'autre, c'est même souvent les mêmes. Bon, ils sont anonymes, hein, on suppose, parce qu'on le voit dans le style. Et donc, tu voulais parler un peu des spécificités de chaque discipline, où en fait, quand on fait matière par matière, ce qui est possible sur Asclepia de trier par matière, on voit qu'il y a des patterns, des connaissances, des formulations qui reviennent souvent. Exactement. Et donc, j'ai voulu vous illustrer ça par l'exemple de la pédiatrie, où c'est assez frappant. Donc déjà, en pédiatrie, les normes chiffrées, ça tombe beaucoup. Et donc, à la session des EDN 2023, on avait une question sur le volume des biberons à administrer aux enfants et qui avait un peu surpris et déstabilisé tout le monde. Et en fait, elle est retombée là aux EDN 2024. Donc finalement, c'était volontaire de faire tomber cette question. C'était pas un piège. Et si on se penche un peu sur les objectifs de connaissance de cette question, on voit que l'alimentation lactée exclusive, il faut savoir comment et il faut savoir avec quoi. Donc c'est quand même un objectif qui est décliné en 2 objectifs. Et ça souligne l'important. C'est très important. Et c'est vrai que l'alimentation du bébé, c'est quand même un élément central dans la prise en charge de l'enfant. Et il y a aussi des objectifs de connaissance qui sont tournés aussi plus sur les généralités. Parfois, c'est avoir notion de quelque chose ou juste connaître. Mais c'est pas vraiment savoir pourquoi, savoir comment, où là on veut savoir vraiment dans le détail. Et l'intitulé des objectifs, comme tu disais, sont importants aussi. Et donc en fait, l'objectif de repérer ces spécificités, c'est de dresser un profil d'apprentissage de la matière pour cibler uniquement les choses importantes et être beaucoup plus efficace sur votre collège. Le collège de pédiatrie, il fait peur, il est assez long, mais finalement... si vous travaillez bien sur les annales, vous allez savoir ce qu'il faut, comme les conseils à fournir aux parents, les dépistages, les vaccinations qui tombent tout le temps. Les vaccinations, quand même, très important. Et se tenir à jour des nouveaux calendriers vaccinaux. On a aussi une certaine transversalité avec la génétique. La trisomie 21, ça tombe tout le temps. Prénatal, postnatal, pédiatrie. Vous voyez qu'on a même une iconographie de trisomie 21. X-fragile aussi. En fait, toutes celles qui sont au programme. Des courbes de croissance qui peuvent porter sur des anomalies génétiques aussi. Moi, je pense que c'est important. Et deuxième exemple aussi assez frappant avec l'ophtalmologie. Donc l'ophtalmo, la spécificité, c'est qu'ils vont reprendre textuellement les éléments du référentiel, pas du LISA, du référentiel du collège, et ils vont les transposer dans les propositions avec cette question qui était tombée aux ECNI 2023 lors de ta session sur les signes de l'endophtalmie, et les 3 propositions qu'il fallait cocher sont copier-coller du référentiel. Et ça, finalement, ça montre que la base pour l'apprentissage et pour comprendre les cours, ça reste aussi les référentiels. Ah oui, bien sûr, le LISA n'est pas un support suffisant, surtout en début d'externat. C'est intéressant à la fin pour refaire des tours rapidement sur les notions qui manquent, mais les référentiels. On met le lien de la conf de préparation aux EDN 2025 qu'on a tourné, on avait publié en janvier. On détaille vraiment bien, on rentre en profondeur sur les supports, les référentiels, le LISA, les sources annexes. Tout à fait. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller la regarder parce qu'elle est extrêmement riche sur ça. Et donc voilà, on voit que aux EDN 2024, pareil, pour les mécanismes d'action des collyres du glaucome, ils reprennent textuellement le référentiel. Et du coup, dans l'esprit de vous préparer au mieux au concours, c'est ce que vous avez proposé lors du concours blanc. C'est ce qu'on a proposé au concours blanc 2024, en reprenant, pareil, pour les facteurs de risque de DMLA, les
les facteurs de risque juste le différentiels. paragraphe, Voilà, exactement. Donc, question très, très représentative de ce qui peut tomber. Et le message, c'est aussi qu'il faut négliger aucune discipline. Hein. Médecine légale, médecine du travail, génétique, santé publique, anatomopathologie, ça tombe, et ça tombe autant que les matières qui semblent phares, comme la neuro ou la rhumato. Et il y a des référentiels pour ces matières qui sont souvent négligées ou traitées à la fin. Moi, je vous conseille quand même de les faire en parallèle de la matière, parce que la NAPAT, ça regroupe toutes les disciplines. Donc, ayez sur votre ordi et travaillez-les régulièrement. Hein. Et c'est frappant quand même de voir médecine légale, médecine légale, médecine du travail, le livre, il fait quoi, 150 pages? Oui, Plus très de questions court. que de cardio. 13 questions dessus. En fait, c'est terriblement rentable. Et moi, vraiment, moi, ce que je conseille, donc déjà, en dehors de bien le bosser, c'est logique, de faire les annales. Franchement, le revoir tout ce référentiel 3 jours avant le concours, on sait qu'il y aura 10-15 questions qui vont tomber. Exactement. Et c'est pas traité par les facultés, généralement, ces matières secondaires. C'est à vous d'aller faire le travail. Comme en génétique, où il n'y a pas un référentiel comme les autres, c'est un référentiel des fondamentaux que vous avez montré dans la conférence. Et sachant que là, il y a un vrai référentiel quand même. On en parle d'ailleurs dans la course de préparation. Mais, exactement, qui est un peu différent des autres. Il faut savoir le trouver et le travailler. Et cardio, il fait quoi? 3 fois plus de pages. Il y a moins de questions. Donc, à notre grande dame, hein, c'est ce que je te dis. Il y a des posologies qui sont au programme. Ce sont les seuls à pouvoir maîtriser. Il y a eu une question sur le tacrolimus dans la dermatite atopique, mais c'était dans tous les cas faux. C'est-à-dire que c'était pas connaître la posologie du tacrolimus, il fallait juste savoir qu'il fallait pas mettre de tacrolimus à ce moment-là. Donc finalement, c'était pas vraiment une question sur la posologie. C'était plutôt un leurre. Et donc les posologies au programme, c'est l'adrénaline dans l'arrêt cardio-respi, dans le choc anaphylactique, dans l'œdème de Coinck, les C3G dans le purpura fulminans et les benzodiazépines dans la crise convulsive du nourrisson, enfant et adulte. Donc ça, c'est des posologies qu'il faut connaître par cœur, parce que c'est des posologies souvent, comme vous le voyez, d'urgence, à maîtriser sur le bout des doigts. Il y en a 5, c'est pas très compliqué. Oui. Et sachant qu'il y a très peu de questions dessus, mais voilà, c'est au programme, ça peut clairement tomber. Et donc le reste, dès qu'il y a une posologie, parfois, par exemple, si on propose une corticothérapie, généralement, ils le font plus, ils mettent que corticothérapie, donc globalement, ça posera pas de problème. Mais si jamais on dit corticothérapie 40 mg par jour, faut juste se demander s'il faut mettre des corticoïdes ou non. Après, il y a parfois des questions sur faible dose ou forte dose, par exemple dans la corticothérapie, et savoir que dans certaines maladies auto-immunes, par exemple maladie de Horton, il faut savoir que c'est plutôt forte dose au début et pas faible dose. Et il y a des cutanées, dermocorticoïdes sur l'intensité. Sur la voie d'administration, intraveineux. Mais là, vous serez orienté par l'intitulé de la question et le contexte. Hein. Ça sera une compréhension globale des choses aussi qui aide. Et donc, ce qui est très important aussi, on le répète souvent, on va encore le répéter parce qu'aux EDN 2024, c'était pareil, c'est la façon, le mode de raisonnement qui est attendu par le conseil scientifique, donc notamment la hiérarchisation des connaissances. Et donc, on a cette QRPL d'une patiente qui consulte aux urgences pour une douleur lombaire et on vous demande quels sont les éléments à recueillir en priorité. Et donc, comme on disait, la QRPL qui peut être assez déstabilisante, il faut savoir comment je fais le tri dans mes items. Et si on me dit en priorité, ça veut dire quels sont les éléments qui vont orienter mon diagnostic de manière intéressante ou qui vont me faire éliminer des causes graves ou urgentes. Et donc là, par exemple, on voit que la B et la C, notion de traumatisme ou de fièvre, sont des éléments essentiels à recueillir, contrairement aux antécédents cardiovasculaires ou aux modes de vie qui, certes, sont recueillis à titre systématique, mais finalement, à titre systématique, il faut l'écarter pour se concentrer sur les choses importantes. Et c'est comme ça que sont évaluées les connaissances de l'étudiant. Et toujours, référez-vous aux objectifs de connaissances lombalgie commune ou secondaire, identifier l'urgence médicale. Et si vous avez ça en tête, vous savez ce qu'il faut cocher parmi les 10 propositions. Et donc là, on a un énoncé, on en parlait souvent, c'est la formulation oriente vers. Dans cette question notamment. Toujours pareil, c'est une question d'examen physique et d'interrogatoire. On peut mixer les deux parce que c'est encore une QRPL. Oriente vers, on veut uniquement les éléments spécifiques de l'affection, donc ici de la lombalgie mécanique. Et donc, je vous ai mis trois propositions pour vous montrer un peu comment on différencie. Donc, l'impulsivité de la douleur, c'est quand même quelque chose qui est très, très en faveur et très spécifique d'une hernie discale. Donc là, il faut le garder. La douleur soulagée par la prise d'anti-inflammatoires. Certes, on peut le retrouver dans la hernie discale, mais on peut le retrouver dans plein d'autres causes de lombalgie. Ouais. Donc là, faut pas le cocher. Donc là, faut pas le cocher. Par contre, si c'était en faveur... c'est pas discriminant, c'est pas spécifique. Parce que non, c'est compatible, mais ça n'oriente pas. Par contre, la boiterie de Tredelenburg, elle n'a aucun rapport. Donc là, vous l'écartez. Donc une proposition est fausse là dans ce type d'énoncé parce que soit c'est pas spécifique, ça oriente pas vers, c'est en faveur, c'est ça. Mais ça oriente pas vers. Et la boiterie n'a rien à voir. N'a rien à voir. Donc là, vous l'oubliez.
Et ensuite, les éléments en faveur d'eux, c'est les éléments qui peuvent être retrouvés dans la pathologie, mais qui ne sont pas forcément spécifiques. Et là, j'ai pris un exemple qui est un peu plus difficile de médecine interne, donc éléments en faveur du DICV. Donc la giardiase, c'est quand même assez spécifique de ce déficit immunitaire, parce que vous savez qu'en fonction de chaque déficit immunitaire, on a des infections plus fréquentes. L'anémie hémolytique auto-immune, on peut la retrouver dans les DICV, mais aussi dans d'autres déficits immunitaires, parce que c'est des manifestations auto-immunes dans le cadre du déficit. Par contre, le syndrome malformatif, aucun rapport. Donc là, c'est même pas en faveur d'eux. On le coche pas, on le retient pas. Donc pour chaque proposition, vous devez réfléchir en confrontant à l'énoncé de la question. Donc là, en faveur, je vais cocher ce qui est dedans et spécifique, ce qui est dedans mais pas forcément spécifique, et ce qui n'a rien à voir, je coche pas parfois. Exactement. Très bien. Et donc là, justement, on est pareil sur une hiérarchisation de l'examen physique. Là, c'est une croque que tu nous présentes. Très intéressante. Donc, croque. Et on nous demande quel signe clinique serait en faveur d'une maladie de Basedow, donc qui est une forme, une étiologie d'hyperthyroïdie. Et donc, on peut paniquer et se dire, mais quel signe d'hyperthyroïdie je dois mettre? Non, il y a un signe très spécifique qui est attendu parce que c'est le signe qui permet de poser le diagnostic et c'est l'orbitopathie. Et pareil, si vous savez qu'il faut connaître les critères diagnostiques de la maladie de Basedow, vous saurez quel signe clinique il faut mettre. Et donc là, c'est à vous de savoir hiérarchiser les différents signes de l'examen physique entre eux. Et si tu as appris le tableau par cœur des signes cliniques de la maladie de Basedow, t'as faux à la question, quoi. Parce que si t'as pas compris exactement l'importance, t'as pas compris l'idée de la maladie, quels sont ses signes, et donc c'est pour ça que c'est important de bien hiérarchiser, de comprendre quand on apprend. Voilà, nous demander d'identifier un signe physique à partir d'une iconographie avec cette photo d'un nourrisson. Ça, en pédiatrie, ça fait partie des questions récurrentes. Et on peut aussi nous demander ça en médecine interne avec le réno qui tombe sous toutes les formes. Et c'est important de voir que si vous avez cette iconographie qui tombe, vous pouvez avoir d'autres iconographies dans la même thématique qui tombent parce qu'elles sont au programme comme l'engelure ou la manœuvre d'Allen qui peut même faire l'objet d'une vidéo. Donc, c'est pas encore tombé, mais ça peut tout à fait tomber. Soyez vigilants. S'il y a écrit vidéo, c'est pas pour rien. Hein. C'était pour préparer aussi. Il y en a pas tant que ça et il faut vraiment faire attention. Dès qu'il y a vidéo, il faut s'y attendre, sachant qu'il y en a eu une là cette année, mais peut-être qu'ils ont vu que ça marchait, donc ils vont en mettre plusieurs. Il y a entre 150 et 200 iconographies au programme du concours. Donc ça peut valoir le coup de se faire une petite liste, de toutes les revoir. Je vais vous montrer comment on peut les trouver facilement. Et donc attention, c'est bien la phase syncopale de la maladie de Raynaud qui tombe toujours en iconographie et c'est précisé dans l'intitulé. Hein. On va pas piéger là-dessus. Et donc là, en gros, sur les iconos, on a vu, voilà, c'est dit dans le programme, il faut les connaître. Généralement, il y a les photographies dans les livres, dans le cours. On peut bien sûr voir d'autres sources, parce que de toute manière, ce sera la forme standard. Et là, ce qui est intéressant, on l'avait abordé un petit peu avant, c'est par rapport à la prescription raisonnée des examens complémentaires. On en parle depuis maintenant 4-5 ans, en fait, dès que le conseil scientifique est arrivé. On avait ce type de questions, Gauthier. En fait, c'est un type de leurre même. C'est-à-dire que dans des questions, on a demandé aucun examen complémentaire, par exemple, avec d'autres examens complémentaires dans la question. Et en fait, il faut savoir parfois se mouiller et savoir répondre aucun examen complémentaire. Et cette formulation-là, elle est très récurrente et c'est dans le cadre d'une prescription raisonnée, c'est-à-dire aujourd'hui, on a accès à plein d'examens complémentaires. Parfois, il faut savoir ne pas en faire. Par exemple, les résipels, savoir ne pas dire qu'il faut faire d'examens complémentaires, c'est demandé. Ouais, c'est un grand classique. Donc là, il y avait la dermatite atopique, on avait là les résipels, effectivement, on avait le trouble neurocognitif sur l'examen indispensable. Et là, on peut voir aussi dans cette question, c'est assez intéressant sur l'IRM, pour poser le diagnostic, la question numéro 2, la question numéro 3, pardon, proposer aucun dans ces propositions, sauf que là, il fallait dire qu'il fallait faire une IRM dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et la question 4, proposer aucun, et cette fois-ci, il fallait dire qu'il n'y a aucun traitement qui est remboursé dans cette maladie. Et donc, c'est assez intéressant de voir aussi les deux questions qui se cumulent, et il faut savoir dire aucun, et c'est tombé à plusieurs reprises lors de cette session. Et là, ils ont proposé en plus aucun 2 fois de suite, il y en avait finalement un des deux où il fallait le mettre, quoi. Ça peut se faire en croque aussi, il faut savoir écrire aucun. Il y a eu aucun, il y a eu une croque à ce sujet. La dermohypodermite, ouais. Exactement. Ce qui est important aussi, c'est que donc on parlait de hiérarchisation, de contextualisation, et donc là, ça s'y prête très bien, parce qu'il y a une notion un peu de temporalité finalement des questions, des examens, des stratégies thérapeutiques à mettre en place. Voilà, ça va être plus les questions de prise en charge où dans l'énoncé, on va déjà vous positionner dans un lieu de soins. Vous êtes aux urgences, vous êtes en cabinet de médecine générale. Ça, c'est une information très importante à noter dès le début du dossier. Ensuite, on va vous demander à quel moment il faut faire les soins. Donc, immédiatement,
quelles sont les premières mesures à prendre dans les premières minutes. Et ça, c'est une information très importante à noter parce que ça va conditionner ce que vous allez cocher. Hein. Ouais, il y a eu des questions notamment où c'était donc qu'est-ce que vous faites là par exemple au cours des prochaines 24 heures, et en fait il y avait des choses pas urgentes qu'il fallait faire une fois que la patiente est stabilisée, etc. Donc c'était pas faux dans l'absolu, mais le fait qu'ils disent dans les 24 premières heures, ça change en fait la réponse. Et beaucoup de questions de prévention primaire, recommandations nutritionnelles chez le sujet adulte sain, où là, on nous demandait la définition de la sédentarité et ça fait l'objet d'un item entier qui n'est pas forcément mis en évidence dans les référentiels, qu'il faut aller travailler sur le LISA, je pense, avec les modifications thérapeutiques du mode de vie. Je pense en nutrition, il me semble. Nutrition, et je pense qu'il est dans le collège de médecine générale aussi, d'activité physique. Mais bon, le LISA le traite très bien. Et donc là, on revient un peu sur les contenus multimédia. Il y en a eu énormément aux EDN 2024. Donc, je reprends la dermatite atopique et Gauthier, tu voulais nous parler un peu des EFR. Oui, alors il y a eu deux dossiers en pneumo sur l'asthme et la BPCO, ça c'est assez marquant. Et en plus, il y a eu beaucoup d'EFR en parallèle. 3 questions portant sur des EFR, c'est assez significatif pour le noter. Voilà, donc s'entraîner sur les EFR, c'est très important. Ça tombe à chaque session. Ouais. Là, il y a eu un ECG, donc 3 fois plus d'EFR que d'ECG finalement. Ouais, c'est souvent comme ça, 2 à 3 EFR, et la session d'avant, il n'y avait pas eu d'ECG. Là, il y a un ECG, on est content. En plus, un peu particulier. Et donc je voulais vous montrer comment identifier tous les contenus multimédia. Donc, vous avez une barre de recherche dans le référentiel LISA. Et si vous tapez multimédia, vous allez avoir la liste de tous les contenus multimédia à connaître. Et si vous tapez iconographie, vous en aurez beaucoup plus, mais c'est ceux qui sont au programme des ECOS, dont on reparlera rapidement à la fin. Et donc là, quand on ouvre le contenu multimédia, on voit, ils mettent un exemple pour chaque contenu multimédia. On peut cliquer sur l'objectif de connaissance et ça affiche l'iconographie au programme. Et ce qui est à noter aussi, Gauthier, c'est que, et ça pareil, ça fait des années qu'on le dit, on n'a toujours pas été démenti, c'est que les contenus multimédia, c'est vraiment... et on va pas nous interroger sur une affaire de spécialiste. Un fond d'œil, c'est des ophtalmos qui les voient. Une écho-cœur, c'est un cardiologue. Et c'est un peu ce que tu as noté là. Ouais, tout à fait. Bah là, on voit que les questions qui sont posées, c'est notamment une question d'autoscopie où on voit un tympan, ou alors la photo d'un chalazion, la photo d'un érysipèle. Tout ça, c'est des questions qui portent sur des thématiques qui vont être visionnées par les médecins généralistes, par l'ensemble de la communauté médicale, et pas juste par une spécialité. Et donc, c'est assez intéressant de le noter. Ça. Et souvent des diagnostics du coup d'œil aussi. Ça veut dire que dès que vous voyez l'iconographie, ça allume quelque chose. C'est pas des choses sur lesquelles vous allez passer 1 heure à chercher des éléments de microsémiologie sur un scanner thoracique. Ça, c'est pas dans l'intérêt. Alors qu'un fond d'œil, par exemple, nous, bien sûr, souvent dans les référentiels. Il y en a beaucoup dans le référentiel de fond d'œil. Ouais, ils montrent beaucoup, mais en fait, en pratique, personne ne regarde des fonds d'œil, quoi, à part si on est curieux, qu'on aime ça. Par contre, on peut vous demander les signes retrouvés au fond d'œil en QRM ou en QRU. Ça l'élimine pas. On peut dire, vous avez une rétinopathie diabétique de stade tel, et quels sont les signes en faveur ou compatibles. Et le message qu'on veut véhiculer, c'est pas qu'il faut passer à côté des fonds d'œil dans le référentiel, parce que ça aide à comprendre, mais c'est pas sur lequel il faut pas devenir spécialiste de lecteur de fonds d'œil. Exactement. C'est ça. Les scores, c'est intéressant. Il y en a eu, t'en as noté un, Gauthier, ici. C'est le score de Mac-Isaac, un score pareil, très utilisé en pratique dans l'angine. Donc on sait que dans les sessions précédentes, il y avait parfois des questions très pointues sur des scores. Là, ça c'est un peu moins représenté, mais bon, voilà, le message, c'est il faut maîtriser les principaux, mais... il faut quand même, les avoir en tête. Très pointu, je tempère un peu, c'est quand même, c'est du échelle NYHA, MRC pour la dyspnée. Je pensais surtout au Chasvasque sur le Chasvasque très sur la prévalence. Moi, j'avais celui-ci en tête. Voilà. Anormal, cette question, je trouve, parce qu'elle sortait un peu de nulle part, même avant et après, on n'a pas vu d'exemple aussi dur. Ça, c'était vraiment mais le pourcentage NYHA, c'est une des questions qui va être discriminante. Beaucoup de gens se trompent. Quand on prend les copies, on analyse les copies, les réponses d'étudiants, il y a beaucoup d'erreurs sur les échelles de Disney, mais voilà, ça reste de la sémiologie finalement, entre guillemets, basique. Tout à fait, ouais. Et après, il y a des questions, comme on avait dit, qui doivent être considérées comme acquises du premier cycle. Et ça va être notamment l'anatomie. On voit que c'est beaucoup tombé, notamment via des imageries en rhumato, en DIGE. Il y a eu des zones pointées très variées, avec pointé l'anatomie du conduit submandibulaire, des anomalies anatomiques responsables d'une détresse respiratoire aiguë. Zone à pointer sur du texte, comme on avait dit, une zone à pointer sur le texte et sur la prise de sang.
pointer des ostéophytes sur une radio, pointer une anomalie d'une épaule sur une radiographie, pointer une fracture IRM, une fracture lombaire sur une IRM, une anomalie d'un TDM pelvien. Ou avoir un scanner thoracique, pointer la structure anatomique. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et après, il y a eu aussi la fameuse question du territoire nerveux en neurologie. Donc ça, c'est pareil, c'est des fondamentaux à avoir et on considère que les territoires tronculaires, radiculaires, etc., il faut quand même les maîtriser. Donc, et sachant que là, pour le nerf fibulaire, c'est un grand classique du conseil scientifique depuis même 2019 où il y a très souvent ce nerf-là particulièrement tout à fait. qui est cité. Donc là, on a eu beaucoup d'exemples. Tu nous parlais du cancer du rein notamment qui était tombé à de nombreuses reprises. On commence à avoir beaucoup d'imagerie de cancer du rein du coup dans la base de données des annales. Et après, là, on a aussi un contenu multimédia sur l'échographie d'un kyste rénal simple. Bah voilà, ça, on peut imaginer qu'on peut avoir des questions d'anatomie là-dessus, quoi. Ouais. Ouais. Et l'idée, c'est pas, comme on avait dit avant, tous les médecins généralistes ne seront pas confrontés avec une image d'échographie, mais voilà, c'est des imageries assez banales, classiques. C'est le kyste, quoi. Voilà, c'est le kyste. Le plus dans sa forme la plus simple possible. C'est un patient échogène où on verrait parfaitement bien. Enfin, c'est pas encore tombé, mais on suppose que si jamais il y a ce contenu, c'est limpide, quoi. Et c'est pour ça que dans nos corrections, quand il y a une question de format zone à pointer, on se contente pas juste de vous montrer où est-ce qu'il fallait pointer l'anomalie, mais on vous fait une légende complète de l'image pour anticiper un petit peu les choses qui pourraient tomber, parce que si une icono d'imagerie est tombée une fois, il est tout à fait possible qu'elle retombe sur une autre forme. Et c'est déjà arrivé sur des iconos qu'on a très richement annotés. En fait, on avait quasiment la même et fallait pointer justement ces zones. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien lire l'imagerie, même avant de voir ce qu'il faut pointer ou bien les propositions si c'est des QRM, des QRU. Puis après, il y a des questions aussi de physiologie, physiopathologie, notamment en réanimation sur le mécanisme physiopathologique de l'hypoxémie dans un contexte d'épanchement et d'atélectasie. Et également une question sur la granulocytose, par exemple, en hémato, où on demande le mécanisme. Donc ça, c'est aussi à avoir quand même des notions de physiologie de base. Et il y avait même une question sur le chalazion, comment il se forme, sur... Voilà, il y avait quand même des questions sur... alors par quel mécanisme on favorise des torsades de pointe. C'est aussi un petit peu de la physiologie. C'est un peu de la physiologie, bien sûr. Et donc, on revient un petit peu au mode de raisonnement plus CSM-like, on va dire, plus spécifique. Donc, c'est les synthèses, les grosses synthèses. Voilà. C'est les questions qui font peur, c'est les QRU de fin de dossier dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, on a l'exemple d'un DP de néphrologie qui est tombé aux EDN 2024. Donc la néphrologie, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sémiologie biologique, on va dire, de sémiologie urinaire. Et il faut récolter les informations au fur et à mesure pour arriver au bon diagnostic à la fin. Et ça va être la question discriminante du dossier qui nécessite de prendre en compte non seulement l'énoncé initial de la vignette et d'ajouter progressivement tous les éléments qu'on nous donne au fur et à mesure. Et on en a aussi dans les questions isolées. Si on a une grosse vignette clinique contextualisée, là, par exemple, avec une croque, on nous demande de sortir la complication. Quoi. Ouais. Et je reviens sur ce que tu disais sur la néphro, où c'est assez marquant parce que on demande le diagnostic le plus probable à la question 6 et on a été inondé de plein d'informations, des informations en faveur et qui orientent vers un diagnostic, d'autres qui éliminent d'autres diagnostics. Il y a vraiment une vraie synthèse. Faut passer du temps dessus. Quoi. C'est le boulot de médecin, quoi. C'est ça. C'est avoir des examens, petit à petit avancer dans le diagnostic et faire le diagnostic à la fin. Donc c'est proche de la vie réelle. Et donc des dossiers qui prennent un peu plus de temps que la question de cours qui tombe tout le temps sur laquelle vous devez passer très vite. Donc voilà, finalement assez fondamental de bien construire sa méthode de travail finalement sur les annales, tant dans le raisonnement. Alors déjà, ça nous donne directement les clés, comment raisonner devant un DP, un KFP, même des gros énoncés riches, et surtout comment bosser les cours finalement. Parce que ça impacte très nettement comment... Exactement. C'est un aller-retour permanent en fait entre les annales et les cours. Et vous tirez des cours pour les annales et vous tirez des annales pour les cours. Et bon, je vais pas dire qu'il faut faire du moitié-moitié cours annales au début de l'année, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Ouais, sachant que moi, en tout cas, ça avait drastiquement changé ma façon d'aborder un référentiel. Vraiment en termes de savoir qu'est-ce qui est le plus important en termes de connaissances, comment aborder, peut-être aller vers la comparaison des pathologies similaires entre, je sais pas, une polyarthrite rhumatoïde et une autre spondylarthrite ankylosante, de savoir ce qui est spécifique, qu'est-ce qui oriente vers, qu'est-ce qui est en faveur. On se met déjà dans le conditionnement, en fait. Tout en le voyant de manière intelligente, quoi. Effectivement, en faisant cet aller-retour, en utilisant ça pour
pour aborder les cours, c'est vraiment intéressant. Et donc, dans nos corrections, on n'apporte pas uniquement des éléments de cours, on vous apporte aussi des éléments de raisonnement face à ce type de questions, comment je réfléchis, des astuces, des conseils pour vraiment être plus performant. Ouais. Donc, posez-vous vraiment sur les corrections. Et dans les DP dont j'ai parlé, vous pouvez en avoir un libre accès qu'on va publier, notamment celui de dermatologie, pour aller vous entraîner. Parce que c'est bien. Et donc là, on parle beaucoup de l'écrit. Il y a aussi les écos après. Et là, tu voulais nous parler un petit peu du fait qu'il y avait une passerelle quand même entre l'écrit et les écos, notamment avec cet exemple-là. Exactement, donc ça se recoupe pas complètement, mais le message que je veux faire passer, c'est que faire les annales, c'est aussi un investissement dans la préparation des écos. Et donc ce DP, ce KFP qui est tombé aux EDN 2024, je trouvais qu'il pouvait tout à fait faire l'objet d'une station d'écos avec chaque question et chaque élément de l'énoncé qui correspond à un attendu d'apprentissage de la situation de départ, douleur lombaire. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'était que les grilles des écos, en fait, reprenaient exactement les objectifs des attendus d'apprentissage. Et donc, là, ce dossier peut tout à fait être transposé en station d'écos. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux situations de départ aussi quand vous faites les annales. Et c'est ce qu'on essaye aussi de coder sur la plateforme. Donc là, c'est douleur de la région lombaire. En attendu d'apprentissage, on a cherché les signes à l'interrogatoire et l'examen clinique qui oriente l'enquête. On a confronté les résultats des examens complémentaires aux données cliniques. Donc, c'est vraiment, finalement, comme tu l'as dit... ça reprend ces attendus d'apprentissage qui sont pour les écos. Et donc là, tu nous parles des situations de départ. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc les situations de départ, elles sont aussi délimitées dans le programme. Donc par exemple, on peut avoir une situation de départ à interprétation de l'hémogramme. Et donc, elle correspond à une famille donnée paraclinique qui peut faire l'objet d'un domaine d'une station d'écos. Donc, une station d'écos doit se limiter à un domaine principal. Et ensuite, vous avez les attendus d'apprentissage qui vont être déclinés. Attention, qui ne sont pas dans le programme officiel. Les attendus d'apprentissage, ils sont définis. C'est à part. À part. Ils ne sont pas dans le programme, mais on s'appuie fortement dessus pour construire les grilles. Et il y a les attendus spécifiques de chaque discipline et les attendus valorisation de stage qui, eux, ne peuvent pas tomber dans les grilles parce que c'est considéré comme de la connaissance de spécialité. Par contre, les attendus d'apprentissage spécifiques de la discipline ou communs à plusieurs disciplines doivent être parfaitement maîtrisés. Et quand tu dis c'est pas au programme, tu veux dire qu'il y a, et c'est vrai qu'on l'a peut-être mal expliqué avant, il y a un truc distinct entre les items à l'écrit et les objectifs de connaissance et de l'autre côté, les situations de départ et les attendus d'apprentissage. Les situations de départ sont au programme, mais les attendus sont pas au programme. Et les attendus sont divisés en trois catégories communes aux différentes situations de départ, spécifiques de cette situation de départ et valorisation du stage. Et valorisation du stage, c'est juste pour orienter les parcours d'externat, en fait, se donner des petits objectifs pendant le stage à acquérir. Okay. Donc, ça nous fait une très bonne transition pour parler un peu des écos. Donc, on va pas aborder ça en profondeur. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez une conférence dédié aux écos. Là, ce sera pas trop l'objet, mais on va quand même, Adana, si tu peux nous donner peut-être les principales clés de cette épreuve. Donc, les écos, c'est 10 stations que vous allez passer. Et une station, c'est 8 minutes. Vous gérez votre temps comme vous voulez en dehors de la salle et à l'intérieur de la salle, sachant que vous ne pouvez pas passer plus d'1 minute en dehors de la salle. En bout d'1 minute, il faut rentrer. Et donc, en fait, sur ces 10 stations, il y en a 5 à 6 qui vont compter dans la pondération et le reste ne va pas compter dans la pondération rang A, rang B. Et donc, pour savoir si une station compte dans la pondération, on va vous montrer un exemple. Il faut que cette station corresponde à un domaine d'apprentissage et à un groupe de DES qui sont concordants. En fait, pour chaque groupe de DES, il y a un certain nombre de domaines d'apprentissage qui sont définis. Par exemple, en pédiatrie, si c'est une station entretien, stratégie diagnostique, annonce, examen clinique ou urgence vitale, elle va faire partie de la pondération. Comme par exemple, nous, on a eu la sténose du pylore chez l'enfant. C'était interrogatoire, annonce diagnostique, donc ça faisait partie de la pondération. Alors que le pneumothorax, qui est dans médecine cardiovasculaire, pneumologie, ou c'était l'iconographie, ne sera pas compté dans la pondération et fera l'objet de la moyenne de 10 sur 20 qu'il faut obtenir sur les 10 stations. Alors, j'ai pas très bien compris. Enfin, si tu peux nous réexpliquer sur la pondération, qu'est-ce que tu entends par pondération, en fait ? Pondération, ça veut dire que les éléments de rang B qui vont être comptés dans la grille, ça veut dire que cette station en fait, va compter double par rapport aux autres stations dans le groupe de DES. Mais tout est classant. Mais tout est classant. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la note des 10 stations sans pondération pour faire une moyenne générale. Ça sera le validant, plus de 10 sur 20. Et ensuite, ils vont faire une pondération qui sera appliquée pour le classement. Et donc, c'est ce qui va donner les 13 classements de DES modifiés par rapport au relevé de notes qu'on vous montrait au début. Et donc, avec le coefficient 2 qui est pris en compte pour uniquement, le groupe de DES. Voilà. Et uniquement pour à peu près la moitié des stations. Ok, très bien. Et
Et donc là, on a pareil Damien Roux qui nous a fait un magnifique diapo. Il nous parlait un petit peu des notes, de la réussite. Alors, on va bien sûr pas détailler, mais on peut quand même s'apercevoir qu'il y a des stations moins bien réussies, comme celle sur l'accident du travail, où même ils mettent la réussite sur certains points clés. Il dit qu'il y a 23% de réussite sur expliquer l'absence de jour de carence, ou 100% quasiment pour demander le métier du patient. Et là, il y a une autre station qui est beaucoup mieux réussie. Donc du coup, pas très discriminante, mais on a des notes quand même très élevées, autour de 18. C'était un simulateur toucher rectal et dans un contexte d'anémie fériprive. Donc, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a une variété en termes de difficulté aussi des stations. Je pense que tu as pu le noter. Il y a une variabilité en termes de difficulté, mais par contre, ce qui était assez frappant, c'est que les énoncés faisaient beaucoup penser aux énoncés des annales dans l'esprit. Ça veut dire qu'on a eu une station un peu néphrologie hémato et c'était très ressemblant aux compétences qui étaient évaluées dans les annales. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, pour finir, on abordera la LCA. Qui correspond quand même à 14% de la note de l'écrit, donc c'est pas à négliger. C'est vrai qu'on l'aborde souvent en fin de conférence, les gens sont fatigués, mais bon, ça reste quand même assez important d'en toucher un mot, avec notamment donc une épreuve cette année qui était un petit peu plus longue, 14 et 15 questions, ça fait 29 au lieu des 26 des autres sessions R2C, et donc on est beaucoup de points pour une épreuve qui se travaille quand même à part, beaucoup d'entraînement. Il y a du cours bien sûr à acquérir, des notions qui retombent très souvent, mais des notions pas très riches, c'est-à-dire que c'est beaucoup de l'interprétation de texte, de la compréhension, appel au raisonnement critique. C'est ce qu'on voit dans les sessions. On voit qu'il y a quand même une transition entre les dernières sessions du concours et ce qui pouvait se faire avant. On est plus sur pourquoi est-ce que le résultat est négatif, comment l'expliquer, est-ce qu'il aurait fallu faire est-ce que c'est une vraie intention de traiter dans l'analyse. Il y a vraiment un côté un petit peu plus critique, mais globalement ce qu'on retrouve quand même dans les questions, et tu as pu le voir je pense aux EDN 2023, c'est qu'un essai thérapeutique, là globalement les mêmes choses: justification de l'étude, la population, les critères d'inclusion, les caractéristiques de la randomisation, analyser le critère de jugement, parfois ça parle aussi de l'extrapolation des résultats, et tu notais notamment ici qu'il y avait des documents un peu annexes qui pouvaient tomber. Exactement, il y a des documents annexes qui peuvent tomber, et ça s'inscrit dans l'évolution de l'épreuve de LCA aux EDN qu'on a observé à partir de la session des ECNI 2023, avec souvent en fin de DP un extrait de document qui peut être une recommandation d'un autre article, un résumé d'un autre article, ou même un site de vulgarisation médicale. C'est ce qu'on a observé là aux EDN 2024, qui va être confronté, qui est en lien en fait avec l'article qui vous est présenté, et il faut confronter les deux et tirer une information sur est-ce que je dois appliquer ou pas appliquer dans ma pratique médicale. En fait, c'est ça la finalité, c'est comment utiliser la littérature dans notre pratique médicale, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire quand on est interne, et même après, c'est très important. Donc, les documents annexes, il y en a eu beaucoup. On vous a mis un exemple là. Ouais, là, c'était aux EDN 2024 sur les commentaires de la Société française de pharmaco. C'était un petit article et un article aussi qu'il y avait sur un site grand public, comme tu dis. Et donc, tu parlais du fait qu'à la fin d'un DP, et c'est ce que tu avais eu, ce qu'il y avait aux EDN 2023, il pouvait y avoir les résultats d'une méta-analyse, donc qui est au programme maintenant, la méta-analyse. Il peut y avoir un autre article sur le même sujet. Nous, on avait fait ça au concours blanc. L'article, c'était sur le clip mitral, et donc on avait cité à la fin un autre article qui portait exactement sur le même sujet. Donc, il faut vraiment s'attendre à avoir une vision assez critique et riche de l'article en question. Et ce sera un court document, ce ne sera pas un article en entier, et vous ne l'aurez pas à l'avance avec l'article au début. Ça apparaîtra dans la question, dans l'énoncé de la question. Préparer au tout début, voilà, quoi. Ça peut arriver à n'importe quel moment du dossier. Et autre nouveauté nouveauté, quelque chose qui est encore plus renforcé maintenant, tendance, c'est qu'on vous demande de prendre parti par rapport à un défaut de l'article ou à un résultat de l'article. Et là, on vous demande à votre avis. Donc, ça peut être assez déstabilisant comme formulation de questions. Mais si vous avez bien répondu aux questions d'avant, parce que généralement, les questions d'avant préparent le terrain en pointant les défauts méthodologiques de l'étude, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes sur ces questions qui, je pense, sont assez discriminantes. Et vu qu'une question vaut beaucoup de points en LCA. Une bonne compréhension de l'article aussi. Si on n'a pas compris l'article, c'est difficile de répondre à ces questions-là. Donc, clairement, on demande ça. Et donc, ça renforce quand même beaucoup le côté il faut faire beaucoup de LCA, il faut les lire, il faut lire de l'anglais, il faut comprendre, il faut raisonner, quoi. Il faut s'entraîner dans cette... effectivement, avec beaucoup d'articles de LCA, celle des annales, et puis on peut même s'entraîner sur d'autres, mais je vais y venir, sur les différentes sources d'entraînement. Et c'est intéressant là, donc Dana, tu nous mets une question une des dernières questions qui est
quand même assez récurrente. C'est en pratique, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour améliorer. Pour améliorer l'étude, et ça nécessite une bonne connaissance du cours quand même, et des différents types d'études, et des différents biais. C'est toujours corrélé aux défauts méthodologiques de l'étude. Donc, comment améliorer cette étude? Qu'est-ce que vous auriez changé dans les paramètres? Et vous entraîner sur les questions de santé publique qui portent un peu sur les objectifs de connaissance de LCA. Je pense que ça aide beaucoup pour répondre à ce type de questions. Donc, il faut vraiment croiser les deux et tu nous parleras des supports d'apprentissage. Et pareil, c'est ce que je disais un peu au début. Il y a quelques exemples là sur les questions un peu classiques. Utiliser le double aveugle. Qu'est-ce qui explique le déséquilibre de gravité des patients à l'inclusion? Ça, c'est vraiment lié à la méthodologie pure, donc des connaissances de cours qu'on applique à l'article, quoi. Voilà. Et quand même, la majorité des questions, comme tu disais tout à l'heure, qui restent classiques et qui sont bien travaillées par l'entraînement récurrent. Il faut maîtriser les concepts de base. Et notamment dans les annales, finalement, ils reprennent les mêmes choses. Et justement, si on parle des annales, il y a quand même, depuis 2016, 28 lectures d'articles. Avec ce conseil scientifique-là, du coup, on est plutôt à 20, ce qui est quand même beaucoup. Et là, le point fort, donc notamment ce qu'on a sur Asclepia, c'est qu'il y a 16 sujets de 2018 à 2024 rédigés par ce conseil scientifique où on a l'algorithme en fait de décodage, on est sûr de nos réponses, c'est-à-dire que c'est à partir des copies et notes d'étudiants, on décode la correction officielle utilisée par les rédacteurs, ce qui permet quand même d'être plus serein puisque il y a toujours des formulations, des notions qui peuvent être un petit peu plus difficiles ou un petit peu moins limpides, moins univoques, et en fait on arrive quand même à avoir la bonne réponse et à peut-être savoir ce qu'il y avait dans leur tête à ce moment-là, quoi. Moi, j'avais fait l'essai de mettre mes réponses que j'avais mis au concours justement sur Asclepia, et j'étais tombé sur exactement la même note que le concours. Donc oui, ça marche bien et ça permet vraiment Merci d'avoir... de confirmer. J'ai vérifié. Ouais, ta copie fait partie des copies dans notre algorithme, donc c'est sûr, il y a qu'une seule solution qui match tout. C'est sûr. Et donc en source d'apprentissage, on finit probablement par ça, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous résumer comment bosser la LCA? Alors, effectivement, il faut avoir à la fois les cours et les entraînements. Du côté des cours, on peut s'aider du référentiel de santé publique qui est très complet, on peut le dire, sur toutes ces notions, biais, population d'études, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et puis aussi les connaissances attendues en s'aidant des fiches LISA. Donc ça peut être vraiment intéressant, et notamment l'item 20 et 323. Et ensuite, pour les entraînements, privilégier les annales avec une bonne correction, franchement c'est très rentable, notamment sur Asclepia. Et il y a aussi les concours blancs nationaux, notamment celui des ECN 2023 par exemple, c'était rédigé par le conseil scientifique, donc celui-ci il est d'une valeur égale à celui du concours. Donc c'est celui de mars-avril 2023, on nous pose souvent la question. Mars-avril 2023 c'était le CSM, ensuite le CSM n'a plus rédigé de concours blanc, et vous pouvez faire aussi notre concours blanc puisque c'est des sujets très bien travaillés aussi. Et il y a aussi d'autres sources comme lecture critique d'un article médical rédigé par le collège de thérapeutique et les dossiers de l'IECN par les enseignants de santé publique. Et voilà, et en plus de nos concours blancs, je pense qu'ils sont bien travaillés. Mais commencez assez rapidement les entraînements, n'essayez pas de maîtriser parfaitement le cours, puis de commencer les annales parce que vous n'y arriverez pas comme ça. Moi, je vous conseille vraiment dès maintenant de faire un ou deux articles de LCA juste pour voir ce qui tombe, et vous faites pareil l'aller-retour entre et au moins sur peut-être les derniers mois, faire des petits tests de double LCA, 2 articles à la suite, ça peut être pas mal aussi. C'est très déstabilisant le temps à gérer, surtout avec des 14-15 questions, c'est long. Et il y a toujours un article qui prend plus de temps que l'autre, donc il faut être préparé à ça. Ne faites pas du moitié-moitié sur votre temps, et faites plusieurs fois les annales de LCA, 2, 3, 4 fois, franchement. C'est pas choquant de le faire. C'est pas choquant du tout. Ça fait beaucoup d'articles déjà. On est quand même à 20-25, on n'a pas non plus le temps d'en faire 50. C'est ça. Moi, j'en ai pas fait 50 en tout cas. Et donc, en reste de la note, donc on a parlé des EDN, des échos, il y a le parcours. Si tu peux nous toucher juste un parcours. Parcours, c'est l'originalité aussi, avec un certain nombre de points à valider. Il en faut 60 pour avoir les 10% des points. Pas d'inquiétude, généralement les facultés s'arrangent pour que tout le monde ait les points de parcours. C'est une UE que vous avez pu suivre à la fac, un engagement associatif, donc il y a la grille qui va apparaître sur l'écran. Et ça compte pour 10% au total. C'est pas ce qui va vraiment influencer les classements. Par contre, les écos, ça peut faire bouger pas mal. On a vu, on n'a pas mis les stats, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de variations de classement. On voyait que quand on est à 2000, 3000, il pouvait y avoir des variations de 1000 places. Donc vraiment très important de bien travailler les deux. Bon, on a fait le tour un peu de tout ça, des EDN 2024. C'était très complet. Merci beaucoup. C'était très, très riche, très dense, beaucoup d'infos. On n'a pas pu tout traiter non plus parce que
Parce que globalement, là, il faut surtout faire des annales, les refaire, les comprendre, les lire, les relire, bosser son cours. On explique tout très bien en termes de méthodologie, de compréhension dans nos corrections. Donc vraiment, j'invite tout le monde à les lire en détail. À venir en 2025 sur Asclepia, c'est de publier les EDN 2024, la correction riche et détaillée, comme toujours, que vous retrouverez à partir de janvier. C'est de faire des questions originales, donc à la fois un nouveau concours blanc il y avait 3000 personnes l'année dernière qui ont participé. On va refaire une session, ça avait été très apprécié. On va essayer d'enrichir encore plus la banque de questions en rajoutant des questions originales. On parlait un petit peu des questions de cours plus simples, moins de réflexion. On va essayer d'enrichir pour traiter un peu tous les objectifs de connaissances et enrichir bien sûr encore plus les tiroirs de cours. Globalement, voilà, beaucoup de contenu pédagogique sur l'année à venir et on fait une petite annonce. On commence à travailler sur une plateforme ECOS. Alors, pas pour la génération ECOS 2025, mais pour à partir normalement des ECOS 2026, il y aura une plateforme dédiée à la préparation. Donc, rendez-vous sur Asclepia, sur notre plateforme. Rendez-vous sur tous les réseaux également pour continuer à les suivre, sur Instagram notamment, sur YouTube pour revoir cette conférence, pour voir les autres conférences et les interviews aussi d'Anna et de Gauthier, où ils parlent un petit peu plus de leur point de vue, comment ils ont bossé le concours, quelle était leur approche finalement durant cette préparation. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très vite.